ravi de vous retrouver dans votre émission Les Affaires de la Cité. La 14e numéro a le plaisir de recevoir l'ancien ministre du Plan, El Hadj Ibrahima Sall. Notre invité est économiste de formation et dirige depuis près d'1 an une formation politique dénommée Parti Demain la République. Avec des confrères Maïmouna Ndour Faye et Mohamed Elimanlo qui vont nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Et en présence de ce sympathique public, nous aborderons avec M. Sall plusieurs sujets. L'économie en ces temps de plan Sénégal émergent, les réformes institutionnelles, l'éducation et les questions de défense et de sécurité. Pour commencer, voici le portrait d'El Hadj Ibrahima Sall avec Dieynaba Seydouba sur les images d'Ibou Diouf. El Hadj Ibrahima Sall, né un certain 11 mars 1960, a une enfance plutôt indépendante et agréable. Mon père tenait à ce que nous ayons une éducation très rigoureuse, ce qui était déjà le cas à la maison, mais ce qui explique également qu'il nous ait envoyés au Prytanée militaire de Saint-Louis. Parce que nous étions 3 frères à être admis au Prytanée militaire de Saint-Louis. Ce qui faisait d'ailleurs sourire parfois un peu parce qu'on nous demandait de temps en temps si mon père ne souhaitait pas que nous fassions un coup d'État. Parce qu'on avait l'impression qu'il voulait envoyer toute sa progéniture au Prytanée militaire de Saint-Louis. Voilà, donc c'est une enfance qui est une enfance très ordinaire, hein, qui est comparable, je le disais tout à l'heure, à n'importe quelle autre enfance d'un gamin ordinaire du Sénégal. Après avoir fréquenté l'école primaire de Mérina à Rufisque, il est admis au Prytanée militaire Charles Thiororé, un enfant d'une intelligence époustouflante, mais qui ne se comportait pas comme un bon soldat. C'est comme cela qu'il est décrit par ses responsables de l'époque. Ibrahima Sall a été un élève très studieux, très intelligent, au-dessus de la moyenne. Donc, pour vous le démontrer, quand lui, il avait 16 de moyenne, son suivant immédiat, il avait peut-être 10 ou 9. Et ça, c'était en terminale. Mais ce n'était pas le meilleur des enfants de troupe du point de vue comportement militaire. Bon, c'était le type assez débraillé, disons. Il se débraillait. Débraillé, ça veut dire que jamais en tenue correcte, ou rarement. Quoique je l'amenais aussi en prison. Et quand je l'amenais en prison, il venait chercher mon couvre-pied. Ça veut dire quoi? Dans l'armée, on a une petite couverture qu'on appelle couvre-pied. Quand vous allez en prison, vous n'avez droit qu'à ça. Mais quand je le mettais en prison, il venait chez moi récupérer mon couvre-pied. Bon, je le faisais surtout à titre d'exemple, bon, parce que les gens savaient les relations qu'il y avait entre lui et moi déjà comme élève. Bon, il fallait aussi donner l'exemple. Parce que si quelque part aussi il s'est par la suite attaché à moi, j'avais une certaine rigueur avec eux. El Hadj Ibrahima Sall, ou As pour les intimes, a toujours joué le rôle de fédérateur. Sa position actuelle dans la société n'étonne guère ses proches. Dès notre jeune âge, il rassemblait du monde autour de lui. Bon, je sais qu'il a une qualité ou un défaut, je ne sais pas trop, que moi je n'avais pas, c'est qu'il avait une capacité de fédérer un certain nombre de personnes autour de lui. Il faut dire qu'il était peut-être un peu plus agité que moi, je crois. Et donc, il y avait des équipes de football qui tenaient les réunions chez nous. Il y avait des clubs, ce qu'on appelait à l'époque les petits clubs, là, qui organisaient des balles entre eux. On organisait systématiquement des nuits blanches chez moi. Voilà, les gens se retrouvaient très fréquemment chez nous et on passait de nuit. Tous les gamins du quartier se retrouvaient à la maison et donc c'est la plupart du temps autour de sa personne. C'est aussi un père qui essaie tant bien que mal à gérer sa famille. Un de ses enfants voit en lui un père assez strict. Parce que si tu as un père qui a des notes comme 19 sur 20, qui a des mentions très bien, la barre est déjà haute. Donc ça m'a un peu suivi. Oui. Je trouve que mon père, c'est un homme qui est très engagé dans sa vie, que ce soit politiquement ou socialement, et encore qu'il est très intelligent. Donc j'ai toujours eu l'impression que mon père savait tout. Et oui, donc pour moi, toutes les réponses, mon père, il les avait. Et je pense que c'est un homme très strict, parce que sinon, s'il n'était pas très strict, en ce moment, je me serais retrouvée en train de chanter, je pense.
Ah ouais. Et oui, et que... mais à part ça, c'est un homme de sacrifice et il fait tout pour que ses enfants soient dans de bonnes conditions et puissent être quelque chose demain. Bah, je dirais que mon père et moi, c'est un peu compliqué parce que je suis la seule fille de mon père. Mais c'est un peu mon meilleur ami dans le sens où c'est quelqu'un qui m'a aidé dans ma vie. El Hadj Ibrahima Sall est un économiste avéré. Il est diplômé de John Fitzgerald Kennedy of Government de Harvard University en défense et sécurité, puis en administration et politique fiscale comparée. Il a également obtenu son diplôme en économie et finance à l'université de Pennsylvanie. El Hadj Ibrahima Sall est aussi diplômé de HEC Paris. Son diplôme en philosophie, il l'a obtenu à Paris 4 Panthéon-Sorbonne. Il a été directeur général de l'IPRES. El Hadj Ibrahima Sall fut également ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, de la Coopération internationale de 1998 à 2000. El Hadj Ibrahima Sall, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes très bien habillé, intelligent, brillant, mais vous aviez des problèmes avec la discipline au Prytanée militaire puisque vous êtes un ancien enfant de troupe. Cela a changé entre-temps? Je n'avais pas de problème de discipline, puisque posé comme ça va poser des problèmes avec ma fille, puisque j'ai passé mon temps à la contraindre pour qu'elle soit plus disciplinée. Et je trouve d'ailleurs que c'est un peu injuste d'aller demander à une fille qui sort d'une crise d'adolescence ce qu'il pense de son père qui a passé son temps ces 3 dernières années à faire du maintien de l'ordre chez moi. Donc, la vérité sort souvent de la bouche des enfants. J'ai été très dur avec elle parce que tout simplement, j'ai été un peu éduqué à la spartiate. Mon frère parlait tout de suite de mon père qui a passé sa vie, qui nous a tout donné. Mais mon père était très strict et pour vous dire, il nous amenait un coiffeur tous les samedis. Il coupait les ongles et il nous nettoyait la bouche avec des cure-dents au moins 2 fois par semaine. Donc j'ai été éduqué dans cette société très spartiate. C'est pourquoi quand j'ai été au Prytanée militaire, j'ai compris le régime militaire très rigoureux et très dur. Donc, mais je ne faisais pas partie des révoltés. Mais disons que je m'étais concentré beaucoup plus sur mes études que sur la vie militaire, ce qui a pu expliquer effectivement que je me souciais beaucoup plus de mes carnets, de mes cours, que de ma tenue militaire. Donc je pense que fondamentalement c'est cela, mais je n'ai jamais été un indiscipliné de ma vie. J'ai été en revanche toujours un homme libre, libre d'esprit, libre de conscience. Et j'exprimais d'ailleurs très souvent, très naturellement, mes idées, et ce qui ne plaisait pas toujours à l'encadrement militaire, c'est vrai. L'armée, la grande muette, celle qui ne parle pas, un militaire, un gendarme plus précisément, a parlé et comment? Un livre avec 2 tomes pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise, le sens d'un engagement. Je fais allusion, vous le savez déjà, au colonel Abdoulaye Aziz Ndao, qui a été commandant en second de la gendarmerie nationale. Et qui était au Prytanée avec moi, que je connais très bien. Eh bien voilà, ça tombe bien. Il a parlé. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, 2 choses. La première chose, c'est que je connais très bien Abdoulaye Aziz Ndao. Il a été mon ancien, comme on dit, au Prytanée, que je salue au passage. Et je l'ai retrouvé plus tard, quand je me suis occupé pour les Nations Unies du programme de désarmement dans la sous-région, et notamment au Mali, avec les rebelles aujourd'hui qui sont en train d'occuper le pays. Je l'ai connu, il était un moment responsable des services de renseignement, et un autre moment, il était à la DIRCEL, ça veut dire mais la direction de la législation au niveau du ministère de la Défense, et nous avions eu à collaborer très profondément. Alors, sur ce point, il y a 2 choses à dire. On peut effectivement déplorer qu'un officier qui est à 4 mois de la retraite ou peut-être à moins d'1 an, mais puisse s'exprimer aussi librement. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a de bonnes choses dans ce malheur ou cet événement qui n'était pas souhaitable. C'est que dans notre pays, il faut que nous ayons l'habitude de permettre une dénonciation responsable. Ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a une loi qui est passée pour permettre à tous ceux qui peuvent dénoncer des actes qui sont illégaux, mais de le faire tout en étant protégés. Il faut que nous ayons dans ce sens-là, parce que la culture de la passivité et de la complicité passive est trop développée dans notre pays.
Il faut que demain dans ce pays, que tous les fonctionnaires sachent qu'on n'exécute pas un ordre illégal. Il faut que demain dans notre pays, que tous les fonctionnaires sachent que quand ils sont devant des infractions qui sont commises et qui touchent l'intérêt général et l'action publique, qu'ils puissent le dénoncer en toute tranquillité, sans représailles. Et c'est pourquoi nous, au PDR, nous allons proposer non seulement qu'on pénalise le silence coupable, et qui est une forme de complicité, mais qu'on puisse protéger tout ce qui puisse faire de la dénonciation anonyme. Ceci étant, de tels dispositifs, il faut toujours les faire accompagner. Et on va les faire accompagner avec une pénalisation beaucoup plus forte, mais de la diffamation, parce que tout simplement, il faut un équilibre dans la vie. Ce n'est pas vous qui interdirez le livre du colonel Ndao? Absolument pas. Je trouve que, mais c'est un livre mais courageux. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas la forme, c'est le fond de ce qu'il dit. Si ce qu'il dit n'est pas vrai, je pense qu'il mérite d'être poursuivi. Si ce qu'il dit est vrai, je pense que des mesures et des sanctions doivent être prises à l'encontre des personnes qui sont contrevenantes. Sujet d'actualité donc, d'actualité brûlante même, le brûlot que vient de sortir le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, ancien sous-commandant en chef de la gendarmerie nationale, alors dirigée par le général Abdoulaye Fall, dans ce livre intitulé « Pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise », dont les extraits ont été publiés par le journal Enquête en primeur et continue de faire les choux gras de la presse sénégalaise. Le colonel Ndao accuse son ancien patron, le général Fall, d'avoir été de connivence avec les rebelles du MFDC en Casamance sur fond d'enveloppes bien garnies en espèces sonnantes et trébuchantes. Le prétexte est donc tout trouvé pour aborder l'enjeu de la défense et de la sécurité au Sénégal. Illustration, la crise casamançaise et la question de l'argent. Un dossier de Ibrahima Kamara, Moudi Diop, Tiafaraba. La crise du sud du pays ne doit pas être appelée crise casamançaise, selon le professeur Sané, car c'est une question qui doit concerner le pays tout entier. Le problème qui est plus important, c'est une crise sénégalaise en Casamance. Ce n'est pas une crise casamançaise. Je récuse le mot crise casamançaise. Je préfère toujours la crise sénégalaise en Casamance. Parce qu'en réalité, la Casamance fait partie intégrante du Sénégal. Hein? C'est une crise sénégalaise qui a peut-être été mal amorcée. La menace terroriste rôde autour de nos frontières. La responsabilité de l'État d'assurer notre sécurité est engagée. Les groupuscules qui opèrent dans la sous-région, on peut penser qu'il y ait peut-être des liens entre le MFDC et ces groupes-là, mais pas de l'envergure à vraiment les catégoriser dans les liens avec les groupes terroristes, comme on le comprend aujourd'hui avec ceux qui s'agitent au Mali et dans d'autres zones. Les foyers de tension existent au Mali, existent en Mauritanie, existent en Guinée-Bissau. Ces foyers de tension, tantôt c'est la drogue, tantôt c'est l'esprit nationaliste, tantôt l'esprit islamiste. Je pense que nous devons faire en sorte que nos frontières soient excessivement surveillées. L'autre phénomène qui ressurgit souvent dans ce dossier de la Casamance est l'argent. Le récent ouvrage du colonel Ndao de la gendarmerie en est une illustration. L'apparition de cet ouvrage qui est venu à un moment où il ne fallait pas. Le colonel Ndao a-t-il raison ou a-t-il tort? Nul ne sait. L'essentiel, c'est de faire des investigations très poussées pour qu'on puisse situer les responsabilités. L'argent a toujours pollué cette histoire de la Casamance. Vous vous souvenez, quand Abdoulaye Wade a été élu en 2000, les Sénégalais ont été stupéfaits d'apprendre de la bouche de Mamadou Kourouma Sané, qui s'est autoproclamé secrétaire général du MFDC, que Abdoulaye Wade lui devait de l'argent parce qu'il lui a rendu service. Il a protégé le PDS qui menait sa campagne en Casamance. Pour une paix définitive, des paramètres importants sont à prendre en compte. Malheureusement, les gens n'ont pas assez lu l'excellent ouvrage de Paul Diédiou sur l'Intédiola. Ils n'ont pas aussi lu un peu ce que Trincaz avait écrit sur la Casamance, ce que Jean Girard a écrit sur le pouvoir charismatique en base Casamance, ce que Olivier Diallo a écrit sur la Casamance, ce que Louis-Vincent Thomas a écrit sur la Casamance, ce que Fourché a écrit sur la Casamance, ce que Maru a écrit sur la Casamance. Je pense qu'on doit ne pas faire table rase de ces données-là. La dimension culturelle est extrêmement importante.
Et que si on prenait cette dimension culturelle, ça aurait pu être un levier. Je pense que l'avocat Maître Boukounta Diallo avait déjà amorcé ce pan extrêmement important qui nous permettrait d'aller vers la recherche de la paix. Paix, sécurité et développement, une chaîne de valeurs indispensables au rayonnement économique d'un pays. Alors, Elhadji Ibrahima Sall, juste une question avant de donner la parole au public. À la lumière de la crise casamançaise et surtout des révélations contenues dans le livre du colonel Ndao, quelle réflexion vous inspire la question de la défense et de la sécurité dans notre pays? Très bien, Mamadou. Le premier point, c'est que si tous ces événements malheureux secouent l'armée aujourd'hui, mais c'est de la responsabilité principale et exclusive des hommes politiques. Je m'explique. L'armée, les militaires, les forces de sécurité, parce qu'elles sont armées, elles interviennent nécessairement sous la direction d'hommes politiques, puisqu'on ne peut pas avoir la décision politique d'utiliser les armes et les armes elles-mêmes. C'est simple, ça se comprend. Et donc, c'est de notre responsabilité de définir un concept de défense globale. C'est de la responsabilité des civils de bâtir une stratégie nationale de défense et de sécurité, de le faire exécuter par les militaires. C'est de notre responsabilité de faire voter une loi de programmation militaire. C'est de notre responsabilité d'avoir des hypothèses d'engagement de nos forces et compte tenu de cela, de bâtir un modèle d'armée et d'avoir un contrat opérationnel avec l'armée. Et tout cela, c'est notre affaire. Et c'est notre affaire aujourd'hui de donner plus de moyens à l'armée et de relever et d'arrêter la dégradation mais des capacités. Et capacités, j'entends les capacités de soutien, les capacités d'entraînement, les capacités de doctrine, les capacités d'équipement, les capacités de ressources humaines et l'organisation. Et tout cela aujourd'hui demande beaucoup de modernisation. Donc notre indifférence a créé une sorte d'îlot de république dans la République où on ne sait pas un peu trop ce qui se passe dans l'armée et dans la gendarmerie. Et ce n'est pas étonnant, à chaque fois que vous avez dans une démocratie des îlots comme ça, qui sont confinés dans le silence, que ces choses-là se passent. Aujourd'hui, on aurait dû avoir un peu plus de clarté, des inspections de la Cour des comptes, puisque c'est de l'argent public qu'ils utilisent, des enquêtes parlementaires sur notre politique de défense, des ministres de la Défense ou un Premier ministre au moins, qui défendent le budget de la défense en connaissance de cause, et nous n'avons pas tout cela. Il s'y ajoute qu'il y a eu une dualité au niveau de l'armée et dans notre système de défense aujourd'hui, il y a eu entre la gendarmerie et l'armée proprement dite une duplication de la chaîne de commandement, une duplication des fonctions. Donc on a le pressentiment qu'il y a deux armées parallèles. Vous me direz que c'est une vieille histoire, c'est l'histoire de Fouché et de Moncey et du maréchal Moncey, mais sous Napoléon, mais il disait bien qu'il faut bien que la gendarmerie réponde de quelqu'un et il faut bien que la gendarmerie soit mise à la disposition des forces, de l'autorité civile, mais qui s'occupe de la police. Donc aujourd'hui, en France, la réforme est faite, mais aujourd'hui, nous devons réfléchir dans ce sens-là pour voir comment, tout en gardant la militarité de la gendarmerie, comment on peut mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur les forces de sécurité et de police que sont la gendarmerie, parce qu'à l'origine, mais c'était des forces de cette nature-là. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des problèmes donc de mutualisation de moyens, mais il y a des problèmes aussi d'unité d'opération, de commandement, mais de planification conjointe. Donc je pense que tout cela devrait être bâti autour d'un secrétaire général de la défense et de la sécurité intérieure qui doit travailler mais sur les questions de mutualisation et d'opération conjointe entre les forces de la gendarmerie militarisée, restées militaires, bien naturellement, et les forces de police. Très bien. La parole au public. Le micro là, à droite. Si quelqu'un a envie de poser une question, voilà. Le gouverneur Sambou. J'ai entendu des interventions. Moi, je ne savais pas que cette émission prendrait cette forme. Mais je crois que c'est bon. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et des intervenants, tout de suite, ont pu amorcer certains problèmes. Parce qu'en réalité, comme quelqu'un l'a dit, Boukounta Diallo avait esquissé ce problème. Le problème qu'on a en Casamance, c'est-à-dire que voilà une région qui n'a pas de continuité territoriale avec le reste. Depuis l'indépendance, on devait en tenir compte. Malheureusement, il s'est passé le contraire. Et
depuis la gestion de ce problème, depuis 1982, chaque fois qu'il y a une opportunité de régler le problème, quand on va dans une dynamique de régler ce problème, il se passe comme si, il y a quelque chose qui arrive, qui gâche tout. Nous avions dit, et le président Wade avait dit, d'enlever tous ceux qui interviennent et lui réglera ça en 100 jours. Si Abdou Diouf était dans quelque chose, quelqu'un disait qu'Abdoulaye Wade, à partir de ce moment, il a dit qu'on enlève les mains, mais il n'était dans rien. La preuve, c'est qu'il nous dit, il se vante d'avoir été le seul président à nourrir ces rebelles. Et ça, il le dit au moment où il faisait campagne à Ziguinchor. Nous, Casamance, on dit que nécessairement, il y a quelque chose à revoir. On a comme l'impression que nous autres, on n'est pas des Sénégalais à part entière, mais plutôt des Sénégalais entièrement à part. Ce qui nous frustre, parce qu'en réalité, nous voulons être à tout moment dans les mêmes dispositions que tous les Sénégalais. Nous ne demandons pas des faveurs. Nous disons qu'il faut que ce soit dans le cadre de l'égalité. Nous avons un handicap, c'est l'enclavement. Il fallait que les gens fassent tout pour qu'on soit désenclavés. Nous avons vu des Sénégalais qui ont pris des initiatives, mais initiatives bloquées. Parce que je donne l'exemple de Robert Sagna. Il avait trouvé 2 aéroglisseurs. Bon, on dit au président Wade, si tu admets ça, ça veut dire que Robert va récolter les bénéfices de cette intervention. Alors, il refuse 2 aéroglisseurs qui te feraient partir à Ziguinchor le même jour et revenir le même jour. Parce que le trajet dure 4 heures. Imaginez que vous partriez à 7 heures, mais après, vous avez tout le temps de revenir avant minuit. Mais on dit non. Est-ce que c'est concevable dans un pays comme le Sénégal que le président refuse tout simplement et que tout le monde se taise, ne dise rien? Parce qu'en réalité, c'est que nous élisons quelqu'un, il devait être à notre service. Mais on a comme l'impression que nous élisons des gens pour que nous soyons à leur service. Très bien. C'est ça qui est inconcevable. Merci, mais il faut que les gens acceptent de dire la vérité. Parce que sinon, nous ne sommes pas des êtres à part. On est comme tous les autres Africains. Mais chaque fois, on dit non, ça se passe pas ici. On dit qu'il y a des guerres tribales. Non, ça c'est l'ENIAC, c'est pas chez nous. Bon, on croit qu'on est plus intelligent. Mais je doute. Merci, gouverneur. Alioune Diack, avant de passer à la gauche. Oui. Après avoir salué monsieur le ministre Sall, qui a été un collègue à moi à la Banque de l'Habitat du Sénégal, effectivement un esprit très brillant, le colonel Abdou Aziz Ndaw pose un problème de principe de sécurité nationale. Et j'ai eu l'occasion de lire son livre avant qu'il ne sorte au Sénégal. Et je vous dis que ce qu'il raconte dans ce livre... le secret des dieux. C'est un livre, vous savez, avec l'Internet, on a les manuscrits rapidement. Mais je vous dis qu'il pose un problème de principe, c'est la sécurité nationale et des institutions majeures de notre pays qui sont indexées du doigt. C'est la présidence de la République, le président de la République et le ministère de la Défense nationale, ou une partie de cette défense nationale. Et ce qu'il dit, il le donne avec des chiffres et avec une précision telle que moi, personnellement, aussi bien dans la forme que dans le fond, j'approuve ce qu'il raconte et je crois qu'il dit vrai. La seule question qu'il faut poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pose la question à monsieur le ministre Sall, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas de figure pareil où il y a manifestement, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, je peux me tromper, qu'il y a eu trahison au niveau national. À quel niveau? Au niveau aussi bien de la présidence de la République que de la gendarmerie. Et il ne faut pas qu'on essaye de personnaliser le débat en disant que c'est 2 ou 5 personnes qui sont concernées dans la gendarmerie. Ce qui est décrit dans ce livre, c'est de la corruption, vol de bétail, concussion, des choses qui sont extrêmement graves. Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir la sincérité de débattre ouvertement de cette question-là. Ce n'est pas seulement le général qui est pourri, parce que ce qu'il a fait en Casamance, s'il n'avait pas une chaîne très longue de concussion et de gens
qu'il ait aidé dans ce qu'il faisait, il n'aurait pas pu le faire. Très bien. Merci Alioune Diack. Peut-être Ibrahima Sall, vous répondez avant de passer la parole au public. D'abord, le gouverneur Sambou sur la Casamance qui dit qu'il y a un problème de continuité territoriale, que les Casamancés sont frustrés, qu'ils sont considérés comme des citoyens à part alors qu'ils veulent être des citoyens à part entière. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Sur la Casamance, mais sur la construction nationale, je voudrais rappeler à monsieur le gouverneur que j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'avoir rencontré à plusieurs fois lorsque j'étais ministre et lui en fonction, que la nation est par définition et par essence une construction artificielle, de tout le temps et de partout. Et je rappelais à Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était venu faire le discours de Dakar, dans la réponse que les universitaires avaient faite, et je l'ai rappelé aussi à Claude Gaillan lors d'un débat que j'ai eu avec lui à la télévision française, qu'il n'y a plus rien de plus hétérogène, de plus diversifié, mais que la France. Il faut lire Fernand Braudel pour comprendre que la France, elle a été construite sur la base de diversité. Il en sera de même pour le Sénégal. Nous avons une nation une et indivisible, et c'est dans cette nation-là, et seulement dans ce cadre-là, de l'unité et de l'indivisibilité que nous pouvons vivre ensemble et bâtir le vivre ensemble. À partir de ce moment-là, c'est très simple. C'est des principes d'égalité que la République annonce tout haut qu'il faut justement défendre, qu'il faut incarner dans les politiques et dans les institutions. Donc pour moi, il n'y a pas un problème particulier de la Casamance. Ce que les Casamancés ont fait aujourd'hui, les Halpulaar auraient pu le faire hier ou avant-hier. Ce territoire-là n'a pas été aménagé de façon correcte. Tout est concentré à Dakar. Et qu'il suffit d'une mauvaise lecture, même pas juste parfois, pour que cela se traduise par des perception ou de pressentiment d'exclusion. Ou de mauvais comportement. Ou de mauvais comportement. Oui, donc, on a beaucoup parlé du comportement de l'administration en Casamance, et oui, notamment l'accaparement des terres et tout un ensemble de choses. Donc je pense que ça, c'est des questions de fond. Mais ce n'est pas un problème spécifique à la Casamance. Et sur la Casamance, moi, j'ai toujours été pour 3 solutions. La solution du développement économique, à la base, il faut que ce pays-là exploite toutes ses potentialités parce que c'est la région la plus riche du Sénégal. Donc il faudrait qu'on mène une politique ambitieuse en Casamance. La deuxième chose, c'est qu'il faut un dialogue politique avec les Casamancés. Et ça, c'est notre... Et on a raté une chance avec l'acte 3 de la décentralisation, certainement sur laquelle nous reviendrons. Il fallait en profiter pour toucher les associations, les acteurs de base et les micro-sociétés, les micro-cultures à la base. Ce n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, mais c'est la direction. Et troisièmement, il ne faut pas faire preuve de faiblesse sur ces questions-là. Nous devons avoir une armée présente, dissuasive, mais qui puisse détruire toutes les infrastructures terroristes partout où elles se présentent. Donc c'est la combinaison de ces 3 solutions, une solution économique, une solution politique et une présence militaire dissuasive qui me paraissent indispensables. Oui, Alioune Diack vous a interpellé sur le livre du colonel. Oui, sur le livre du colonel, mais que faire? Oui. Mais que faire? Il pose une question de fond. Ouais. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est que la première chose et le seul combat qu'on a dans la République aujourd'hui, c'est le combat pour l'indépendance de la justice. Si on avait eu une justice indépendante, notre parti s'appelle Demain la République parce qu'il estime que cette bataille-là, elle n'est pas achevée et au contraire, nous avons beaucoup à faire. Si nous avions eu une justice indépendante, peut-être qu'aujourd'hui, un procureur aurait engagé une procédure aujourd'hui. Apparemment, ce n'est pas le cas parce que quand j'entends l'Union des magistrats du Sénégal, tous les jours, cette année, rien que cette année, il y a eu 3 sorties pour dénoncer des ingérences politiques sur notre système judiciaire. Cela, il faut que ça cesse. Si nous voulons une démocratie, il faut qu'on ait le courage d'aller jusqu'au bout. La justice doit être indépendante. La justice doit couper son cordon ombilical qui les lie avec la politique. Et d'ailleurs, on devrait, dans ce cas-là, engager la responsabilité disciplinaire, pénale et civile des juges, contrôler leur patrimoine pour qu'on puisse avoir une justice à la disposition de la démocratie et du peuple. Mais dans le cas d'espèce, la justice poursuivrait qui? Mais dans le cas d'espèce, il y aurait une enquête, mais on ne poursuit jamais si nous ne menons pas des enquêtes. Donc la première chose, c'est ouvrir une enquête judiciaire sur cette question-là. Et le président de la République pourrait lui aussi le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas laisser une affaire comme ça sans rien faire. Et malheureusement,
il me semble que ce n'est pas le seul cas. Il y a eu plusieurs cas dans d'autres domaines qui se sont produits et pour lesquels les enquêtes n'ont pas été suivies d'effet. C'est un mauvais signal pour l'avenir et c'est un mauvais signal pour préserver l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. À gauche. Oui, le micro. Oui, Madame Ndiaye. Madame Tagui. Monsieur le ministre. Moi, par rapport à ce livre du colonel Ndao, j'ai 3 observations. D'abord, comme l'a dit M. Diack tout à l'heure, ça pose le problème de la corruption au niveau de nos institutions, de toutes nos institutions de la République. Et ce n'est pas la première fois que de tels actes ou de tels agissements, en tout cas que la corruption soit dénoncée au sein d'une institution. Nous avons eu l'affaire de la police, nous avons eu d'autres affaires, et on nous avait promis que des enquêtes sont ouvertes, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de suite. Donc je dis que le président est interpellé, parce qu'au Sénégal, on se met dans toute chose à dire qu'en définitive, c'est le président qui est interpellé, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe au Sénégal. Toutes les décisions viennent du président. La justice ne réagit pas, le gouvernement ne réagit pas, le ministre concerné ne réagit pas, et toujours on attend une réaction du président de la République et des solutions doivent venir de lui. Donc je dis qu'aujourd'hui, il est interpellé, le problème de la police est là, les populations attendent des suites, jusqu'à présent, il n'y a rien. Il y a le problème de la douane qui s'est posé la dernière fois en collusion avec toujours la police qui s'occupe de la drogue. Ouais. Les gens attendent les résultats, il n'y a rien. Donc c'est un problème de corruption de nos institutions. M. Sall a parlé tout à l'heure aussi de mettre en place des dispositifs de protection de hauts fonctionnaires ou des gradés qui veulent dénoncer des choses. Ce qu'on voit, c'est que monsieur le colonel attend à quelques mois de sa retraite pour dire que j'ai plus rien à perdre, je vais dénoncer certaines choses qui se sont passées depuis quelque temps. Peut-être des traces ou des preuves peuvent disparaître, c'est un problème. Peut-être si des dispositifs étaient mis pour permettre à des fonctionnaires ou bien des gradés en fonction de dénoncer à l'heure, à l'instant des choses et de se sentir protégés, je crois que les choses, on n'en serait pas là. La troisième observation, c'est que au Sénégal, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a des journalistes d'investigation? Parce que si c'était le cas, peut-être, dans de tels cas, dans les autres pays, ce qu'on voit, quand des choses se passent, on interpelle des personnes concernées qui sont dans des institutions et qui ne veulent pas se dévoiler peut-être, interpellent ou en tout cas accrochent des journalistes d'investigation, leur glissent des informations et en charge à ces journalistes-là de faire le travail qu'il faut et de sortir les choses. Peut-être, je ne sais pas, s'il en existe au Sénégal et que s'il en existait, je crois qu'il est temps que ces journalistes-là réagissent par rapport à cette question. Pour le moment, c'est ces réactions que je voulais... Oui, Eliman Kane. Merci Mamadou et nous remercions également et félicitons le professeur Sall pour la brillance qu'il incarne à chaque instant. Mais je voulais parler justement de ce bureau-là. Il ne faut pas que ça soit justement une patate chaude dont on va se débarrasser assez rapidement, comme ça semble être le cas sur le problème qui a été soulevé au niveau de la police et même bien avant les scandales qu'on a connus dans la magistrature. Parce que tout ceci pose un problème de fond auquel nous devons faire face, et définitivement et maintenant. Et ça nous ramène à ce que Mamadou a appelé cette nécessité d'avoir, que la communauté se retrouve derrière ce qui est l'intérêt général. Aujourd'hui, le problème du Sénégal, c'est cela. Il faut qu'on soit réconciliés, nous, citoyens, avec ce qui est l'intérêt général et nos institutions. Et ça nous ramène à cette nécessité impérieuse de réforme des institutions dont on a besoin, mais surtout à côté de cela, à un leadership fort que nous attendons des politiques qui nous dirigent, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Et ces questions-là, si elles sont traitées, et malheureusement, vous voyez, les premiers feedbacks qu'on a du gouvernement ne nous rassurent pas, nous, en tant que citoyens, qui voulons autre chose, qui avons besoin d'un Sénégal debout, qui aille de l'avant. Ce Sénégal-là ne peut pas exister si on ne règle pas la question des comportements. Et surtout au plus haut niveau, les comportements de ceux qui nous dirigent. Et donc, un gendarme qui est d'abord citoyen a eu le courage de dénoncer un fait qui est quand même assez grave, qui est, j'allais dire, dramatique. Parce que si on voit que finalement, ces faits qu'il a relatés sont avérés et que l'armée fonctionne ainsi, et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de voir si c'est avéré, parce que nous vivons au Sénégal et nous savons que c'est comme ça que cette société fonctionne. Tous, partout, dans toutes les institutions, mais on est à un niveau de pourrissement
de corruption extraordinaire. Ça, il faut l'accepter. Donc, il faut qu'on fasse face. Il faut faire face véritablement à cette réalité qui est la nôtre, qui est notre réalité à nous Sénégalais, et qu'on se lève pour dire que c'est fini. Et c'est ce que nous attendons vraiment d'un président de la République, qui a été élu à un moment où tout le monde s'est soulevé. Il y a eu beaucoup de luttes citoyennes engagées pour qu'on ait une rupture. Et malheureusement, il continue à écouter des gens qui te disent que la rupture n'est pas une hache qu'on tape sur un arbre, etc. Mais rupture, c'est du français. Il faut arrêter. Il faut que certaines habitudes anciennes, qu'on en dépasse systématiquement. Merci. Merci. Iliman Kane, oui. Réponse à El Hadji Ibrahima Sall, d'abord Madame Ndiaye, qui dit que la corruption gangrène nos institutions. Mais c'est évident, Mamoudou. S'il y a aujourd'hui une vérité, c'est le caractère généralisé de la corruption. On a entendu ce qui se serait passé à la gendarmerie. On devine ce qui se passe ailleurs, et ce qui s'est passé ailleurs est en train de se passer ailleurs. Et d'ailleurs, c'était très curieux parce que j'ai entendu le président de la République de retour de Paris, du groupe consultatif, se plaindre. Et je l'ai vu une fois parler à des Français, à des Sénégalais de France, en leur disant « Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment la corruption est profonde dans notre société. » Mais il a parfaitement raison. Seulement, on connaît les 100 bureaux dans lesquels la corruption se passe dans ce pays. On connaît là où on prend l'argent, dans telle régie financière, dans tel département, pour tel papier, on le sait. Et pour moi, la volonté politique est essentielle. Et quand on l'a, on met fin à la corruption. Pour moi, c'est une volonté politique pure et simple qu'il faut avoir. Et sur ce point-là, les règles sont très simples. C'est premièrement l'exemplarité au plus haut niveau. On ne peut pas aujourd'hui nommer quelqu'un à une régie financière s'il n'y a pas une procédure d'appel d'offres transparente qui vérifie en même temps l'intégrité de la personne. Mais quand on commence à le nommer parce qu'il a gagné une localité politique, et bien entendu, on crée un système qui devient pourri à la longue. Question parce précise, que tout simplement, le général Fall, justement, mis en cause par le colonel Ndao, doit-il être entendu aujourd'hui par la justice? Et même au-delà, l'ancien président de la République doit-il être entendu, Maître Abdoulaye Wade? Mais je ne suis pas la justice, Mamoudou. Mais je vous pose la question. Je ne suis pas, aujourd'hui, j'aurais été président de la République, mais j'aurais demandé une ouverture d'enquête. Mais c'est évident, c'est normal. J'aurais été juge d'instruction indépendant, j'aurais ouvert une enquête. En entendant toutes ces personnalités citées. Mais bien sûr, mais il faut que toutes les personnes soient citées. Et justement, vous touchez une question de fond. On a engagé ici une procédure sur l'enrichissement illicite. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la sélectivité de la Cour et le fait qu'elle et son caractère discriminatoire arbitraire fait que pour moi, ce n'est pas une institution fiable. Ce qu'on aurait pu faire, c'est mener un audit clair et simple sur la gestion qui a été menée, interpeller les personnes et les traduire en justice. Quitte maintenant à l'Assemblée, si elle veut voter une loi d'amnistie, de les amnistier. Mais ce n'est pas normal que tout un pillage fût organisé dans notre pays et qu'aujourd'hui on en est au même point. On ne sait rien de ce qui s'est passé. On n'a interrogé personne. Les uns ont été poursuivis, les autres ont été exfiltrés. Ça pose un problème de cohérence. Il faut, dans la lutte contre la corruption, et ça c'est une question essentielle pour l'émergence, être cohérent sur toute la ligne. On ne peut pas faire le matin le contraire de ce qu'on fait le soir et monter une cour comme ça, l'envoyer chez Mamoudou Ibra Kane et laisser Alassane Samba Diop alors que leurs maisons sont contiguës et ils ont les mêmes problèmes d'enrichissement illicite. Ce n'est pas une façon correcte de traiter les affaires de la République. Oui, et Iliman Kane, la nécessité de réconcilier les citoyens avec leurs institutions. Oui, mais sur ce point-là, il y a une question essentielle. Il y a un travail remarquable qui a été fait parce que j'estime que même le président de la République est un homme de bonne volonté, de bonne foi, et que s'il a commis une commission pour réformer les institutions, c'est bien parce que il a senti que la demande est réelle et que lui-même, il a la volonté politique d'y procéder. Aujourd'hui, je pense que cette commission a fait un travail remarquable et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut appliquer toutes les recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions en y rajoutant 3 ou 4 points. Je pensais, à la pénalisation de la corruption et de l'achat des consciences en politique. Il faudrait que demain on puisse punir
les hommes politiques qu'on voit distribuer de l'argent ou des sacs de riz pendant les élections. Il faudrait que demain, on puisse aussi avoir obligatoire que ceux qui veulent diriger le pays aient le courage de s'asseoir pour débattre de leurs projets. Il est hors de question de diriger des pays et d'envoyer à chaque fois des seconds couteaux s'insulter sur des plateaux ou de demander aux journalistes tout simplement de relayer 1 ou 3 mots au lieu d'avoir un débat sérieux mais sur l'avenir et les projets que les uns et les autres portent pour le pays. Très bien, la transition est toute trouvée, Elhadji Ibrahima Sall. Nous allons maintenant suivre le sujet qui porte sur les réformes institutionnelles et l'acte 3 de la décentralisation. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Partie des gens qui avaient dit oui aux réformes de l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, professeur Abdoulaye Dieye est tout simplement déçu. Quand on fait le bilan, on se rend compte qu'effectivement, sur le plan purement formel, le plan purement institutionnel, il est difficile de faire mieux que le Sénégal en matière de décentralisation, avec tout ce qu'il y a eu comme réforme. Mais tout le monde sait également que les collectivités locales éprouvent d'énormes difficultés à exercer les compétences, toutes les compétences qui leur ont été transférées. Quant à cet expert en décentralisation, il attend de voir la mise en œuvre de cette réforme par les collectivités locales. Les textes ont été votés. L'entrée en vigueur est prévue après ces élections locales. Donc l'enjeu fondamental maintenant, c'est de savoir est-ce que les élus qui sont issus des élections locales de 2014 ont toutes les capacités requises pour mettre en œuvre ces réformes. Autre fait préoccupant, le défaut de financement. Les collectivités locales ont reçu depuis 1996 9 domaines de compétences. Mais quelles sont les compétences qui sont réellement exercées? Il n'y en a pas plus de 3. Simplement à cause principalement de la précarité des ressources de ces collectivités locales. Donc quand on annonce une réforme qui va régler ce problème du financement, on attend de voir. Malheureusement, c'est dans la deuxième phase. Un dispositif de suivi s'impose alors pour accompagner les nouveaux élus. Vous verrez dans beaucoup de collectivités locales, il y a eu plusieurs listes. Donc cette pluralité de listes a entraîné un peu un effritement du potentiel humain au niveau des collectivités locales. Ce qui fait que les listes qui ont gagné, on retrouve que quelques éléments qui sont véritablement en mesure de conduire cette réforme majeure du président de la République. Et peut-être c'est ça qui est regrettable dans ce processus-là. Mais on peut rattraper. On peut rattraper en mettant en œuvre tout un dispositif d'animation, de formation, d'encadrement des nouveaux élus pour que dès leur prise de service, qu'ils puissent prendre en charge véritablement les défis qui relèvent de l'acte 3 de la décentralisation. De nombreux défis, une vision partagée, l'implication du gouvernement très attendue. Je retourne la parole directement au public, cher Diop Dione. Je précise, c'est juste pour illustrer la question des réformes. Nous avons choisi justement l'acte 3 de la décentralisation. Cher Diop Dione. Je vous remercie, Mamadou. Je saisis l'occasion pour saluer mon ami et frère, monsieur le ministre Ibrahima Sall, que je connais personnellement et je souscris totalement au portrait qui a été dressé sur sa personne, parce que je connais l'homme et nous avons eu plusieurs fois à échanger durant notre vie estudiantine à Paris déjà et bien au-delà. Donc vraiment, à l'image du public et des personnes qui sont intervenues pour le caractériser, vraiment, je sais que c'est une personne qui est totalement engagée et qui est imbue de valeurs par sa formation militaire déjà, et également de connaissances parce que c'est quelqu'un qui, autant sur les domaines littéraires qu'économiques et scientifiques, a un parcours et vraiment un background que tout le monde apprécie. Bon, pour venir à l'actualité donc qui nous commande et qui nous amène à être là aujourd'hui, sur l'acte 3 de la décentralisation en particulier, évidemment, il y a eu une discussion longue sur cet acte 3. Le professeur Dieye, que je connais, avec lequel j'ai eu à échanger lors de séminaires et d'actes préparatoires, de réunions préparatoires sur cet acte 3, autant que moi et d'autres, évidemment, peuvent exprimer une déception par rapport
à cet acte 3 de la décentralisation dans sa formule actuelle, puisque évidemment il y a eu une discussion en amont et les délais ne permettaient pas de vraiment poser tous les jalons en une fois. Et ce qui a été retenu sur cet acte 3 principalement, et qui est mis en œuvre d'ailleurs depuis les élections passées, peut se résumer essentiellement autour de la communalisation intégrale. Et cette communalisation intégrale, comme j'ai dit, est-ce que c'est effectivement un acte fort de décentralisation? Je reste sceptique. J'attends de voir l'application réelle. Et j'ai eu à échanger avec les ministres actuels de la décentralisation sur le sujet et avec le ministre de l'économie et des finances. Et mon propos a été de leur dire que je ne pensais pas qu'en enlevant simplement une plaque devant une maison communautaire qui s'appelait avant, jadis, communauté rurale, pour apposer une plaque de mairie, on a changé la vie de nos concitoyens. Il faut mettre du contenu dans les réformes. Le tout n'est pas de réformer les concepts. Et ce qui a été dit en amont rejoint d'ailleurs ce qui est dit actuellement. Puisqu'au Sénégal, nous savons tous que nous avons une constitution qui est parfaitement bien écrite, qui consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Mais dans les faits, qu'en est-il? Y a-t-il séparation des pouvoirs? Nous avons parlé du pouvoir judiciaire et nous en connaissons les mots. Qu'il convient aujourd'hui vraiment de s'arrêter pour vraiment nous regarder nous-mêmes dans la glace et apporter les correctifs. Je me situe du côté du pouvoir parlementaire. Nous aurions pu également, parce que même s'il n'y a pas saisine du procureur, même s'il n'y a pas instruction du président de la République pour quand même qu'une enquête soit diligentée, l'Assemblée nationale a des pouvoirs qui lui permettent de mettre en place des commissions d'enquête parlementaire. Et pourquoi également, par rapport déjà à toute la liste de demandes déposées auprès du bureau de l'Assemblée, il n'y a pas d'évolution sur ces dossiers. Est-ce qu'il y a réelle séparation des pouvoirs? Donc toutes ces questions-là demandent qu'on s'arrête sérieusement sur notre pays pour une introspection et qu'on regarde pour rectifier. Je pense à l'entame des propos que mon cher ami a exposés ici, que nous nous inscrivons dans cette dynamique d'introspection. Et je crois qu'aujourd'hui également, au vu de ce qui ressort de nos élections, où un seul parti peut avoir 3 ou 4 listes sur une même localité, il y a à penser que nous allons inéluctablement vers une recomposition du paysage politique. Et il faudrait, à ce stade, que les Sénégalais, vraiment, qui ont l'engagement de servir le peuple sénégalais, puissent se retrouver autour de l'essentiel et que les clivages traditionnels, partisans, soient partiellement mis de côté pour sauver notre pays. Et j'invite donc mon ami et frère, Ibrahima Sall, à cela. Et je pense également que par rapport à cet acte 3, évidemment, il est prématuré aujourd'hui de préjuger de ce que sera l'acte 3, parce qu'on a changé également les régions et on a institué les départements. Bon, là également, quels moyens vont être mis? Les départements n'ont même pas de locaux. Nous venons d'installer des présidents de conseils départementaux. Ils vont officier dans quels locaux? Déjà. Il faut enlever la plaque du conseil régional pour apposer celle du conseil départemental. C'est facile. C'est facile quand on est dans le chef-lieu de région. C'est facile. C'est facile quand on est à Kaolack, à Fatick. On peut enlever le conseil régional et mettre le conseil départemental de Fatick. Oui, tout à fait. Mais dans les autres départements qui également entrent dans la région, il faut construire de nouveaux locaux. On a attendu de mettre en œuvre pour maintenant penser aux moyens qui devraient accompagner. Et ces moyens devraient être là bien avant. Très bien. Merci. Je vous remercie. Oui, Fatimata Si. Oui, après vous. Les merci dames. Mamoudou pour l'invitation. Donc je me joins aussi aux salutations et aux remerciements et surtout témoigner de toute notre reconnaissance à l'endroit de Monsieur le ministre que nous avons suivi à travers les médias. Donc de la profondeur de ses analyses politiques et une vision d'ensemble qu'il a toujours en portant un regard sur un peu la situation globale du pays.
Effectivement, par rapport à cet acte 3 de la décentralisation, moi j'ai envie beaucoup plus de m'interroger en tant qu'acteur dans ce partenariat qu'on a toujours voulu mettre au devant dans le cadre de la décentralisation. Partenariat à la base où on a voulu qu'il y ait toujours des espaces de concertation entre les populations, tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques comme les acteurs non étatiques, beaucoup plus aussi nous autres acteurs de la société civile, où notre rôle a été d'accompagner un temps soit peu, en tout cas les populations, à un moment donné peut-être où peut-être ces acteurs de la société civile ou ces organisations de la société civile n'étaient pas en tout cas au cœur de l'élaboration de ces politiques-là, mais elles ont pu à un moment donné saisir cette opportunité, puis voir en quoi ces populations devraient être en tout cas renforcées dans leur capacité à assumer pleinement toute cette charge, toutes ces responsabilités attendues. Donc attendues de l'État, attendues aussi des élus. Et je pense que l'acte 3 de la décentralisation, nous, de mon point de vue, on le percevait au début comme un saut qualitatif, en tout cas une réelle volonté politique, telle que c'était affirmé au début. Mais nous avons vu qu'entre-temps, beaucoup d'eau, en tout cas, a coulé sous les ponts. On a senti une politisation de cette réforme-là. On a senti quelque part des enjeux, une cristallisation autour des enjeux plutôt financiers qu'autre chose qui devrait concourir à l'émergence d'un développement local endogène. Parce que je pense qu'en fait, beaucoup de régions, beaucoup d'associations, d'organisations ont pu émerger grâce à cette décentralisation qui était là, prônée à la base, que ce soit le leadership féminin, que ce soit les organisations paysannes, que ce soit d'autres structures professionnelles qui se sont senties à un moment donné partie prenante dans le cadre de ce développement à la base et de ce développement local. Mais aujourd'hui, revenir à une ambition où l'acte 3 devrait les propulser quelque part dans une autre posture et qu'on sente qu'il y a encore, comme je dis quelque part, on a dévoyé quelque part les objectifs. Moi, c'est un peu cette perception-là que je ressens. Merci Fatimata. Là, le micro à une autre dame, là. Juste, oui, voilà. Merci Mamadou et bonsoir à Monsieur le ministre. En fait, depuis tout à l'heure, nous parlons de réformes et on parle de réformes institutionnelles. Donc, ce sont les réformes formelles, comme j'aime bien dire. Mais je pense que ce sur quoi nous devons nous appesantir, c'est les réformes informelles, c'est-à-dire nos comportements à nous, Sénégalais. C'est-à-dire la base. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que demain, le Sénégal véritablement puisse être un pays émergent? Parce que nous avons eu à visiter peut-être certains pays comme la Corée, etc., qui sont devenus émergents par la force des choses, mais aussi par la volonté de tout un chacun. C'est-à-dire chaque Coréen se sent coréen et pense qu'à lui-même et à lui tout seul doit faire le développement de la Corée. Les Sénégalais doivent aller dans ce sens-là. Mais autre chose, quand je parle de changement de comportement, c'est au niveau de la politique politicienne. Parce que tout à l'heure, sur le reportage, il y a quelqu'un qui disait, est-ce que les élus, actuellement, pourront mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation? Justement, il faut poser un autre débat. C'est-à-dire, comment, sur les listes, ont été proposés certains élus locaux, qui sont devenus aujourd'hui des conseillers municipaux pour 5 ans, mais qui, apparemment, ont été choisis pour un jour de vote, c'est-à-dire pour voter pour quelqu'un. Et la démocratie voudrait aussi que le choix des populations soit respecté. Donc, c'est-à-dire pour aller vers le suffrage direct. Parce que par le jeu des conseillers, le suffrage n'est pas respecté. Je voudrais aussi juste dire qu'il nous faut un État très fort. Et je regarde Monsieur le ministre, quand je vois qu'il a eu une formation militaire, on dit qu'il est rebelle. Moi, on me dit que je suis rebelle. Je n'ai pas une formation militaire, mais je suis dans une famille très militaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour refaire nos comportements, pour aller vers le travail et la discipline, reprendre le service militaire obligatoire? Est-ce qu'il ne faut pas revenir chez les militaires pour que demain, le Sénégal puisse aller à l'avant? Ça, c'est juste en regardant Monsieur le ministre que j'ai eu cette idée. Et moi, en tant que mon éducation et ma formation, qui font que, voilà. Donc, je voudrais juste dire qu'il faut demain aussi sanctionner. La sanction est là. Et quand je parle d'État fort aussi, il faut responsabiliser les agents, il faut les sanctionner, mais il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi aussi. Parce que là, je pense qu'il faut qu'on me donne 1 minute pour parler de cette loi-là, parce que le conseil municipal, tout à l'heure, je disais avec madame, qui est juriste, les conseils municipaux n'ont pas respecté la parité et pourtant, rien n'a été fait
Qu'est-ce qu'il doit faire? On est en arrière alors qu'il y a une loi. Qu'est-ce qui doit être fait? Monsieur le ministre, les questions sont là. Et je vous remercie. Nafsat Ouad, présidente de parti politique. On va quand même lui donner la parole. Après, on retournera le micro au public. Et là, Ibrahim Sall, beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions, mais je pense qu'il y a une ligne directrice dans l'ensemble des questions qui ont été posées. Et tout, à mon avis, tourne autour des problèmes de leadership de l'État, de tout un ensemble de choses. Donc je pense qu'il y a une continuité. Alors, tout juste un mot, mais sur la décentralisation. Je voudrais au passage commencer par saluer et rendre hommage à mon frère, cher, que j'ai connu en France, avec qui j'ai eu les discussions les plus passionnées, mais sur la politique monétaire, parce qu'il avait un prof qui était ultra-libéral, qui s'appelait Pascal Salin, qu'aujourd'hui qu'on ne lit plus, mais qui était un esprit très brillant, quoique un peu sectaire. Et donc, il était à l'université Paris-Dauphine et nous avions eu des soirées qui étaient excellentes. Alors, sur la décentralisation, sur l'acte 3, vous me permettrez de faire quelques observations. La première observation et la première surprise que j'ai eue, c'est qu'une réflexion aussi majeure, un acte aussi majeur, n'ait pas été inscrit dans le programme du président candidat, n'a pas fait l'objet d'un point de déclaration de politique générale du premier gouvernement, ni du second gouvernement. Donc, tout d'un coup, on a eu un acte qui, à mon avis, a été mis en place et on l'a fait voter de façon précipitée, parce que quand même, nos expériences de décentralisation prenaient une phase pilote de 12 ans, 8 à 12 ans. La régionalisation, c'est 72. Et donc, après coup, on s'est mis à détecter des problèmes et à revenir sur des problèmes de concertation. Je pense qu'il y a un problème de fond et de méthode de gouvernement. Je pense qu'il faudrait que nous prenions l'habitude d'évaluer ce que nous trouvons sur place avant de proposer autre chose. Donc je pense qu'une culture d'évaluation me paraît nécessaire. Et ça, on le verra jusque sur des questions de défense, où les questions sur des opérations, des questions de retour d'expérience, mais ne sont pas bien valorisées. Et l'évaluation ex post sur le terrain des opérations n'est pas valorisée. Mais c'est un problème de déficit général, mais de notre culture, mais de l'administration. Donc, ça me paraissait important. La deuxième chose, mais c'était la concertation. Et je pense que si on avait fait ça... Je dois quand même dire que le candidat Macky Sall a parlé dans son programme de pôle de développement. Oui, mais les pôles Mamoudou, les pôles de développement n'ont absolument rien à voir avec la décentralisation. Et je voudrais vous expliquer aujourd'hui qu'on appelle pôle de développement un tissu simplement dense d'infrastructures et d'activités économiques, d'entreprises. C'est tout. Le pôle de développement n'est pas un pouvoir politique. Et c'est pourquoi quand on détruit la région et qu'on dit qu'on a mis en face des pôles de développement, mais je frissonne parce que tout simplement, moi, ce que je réclame en tant qu'homme politique, c'est un pouvoir politique en face de ce pôle économique de développement pour le réguler, pour discuter, pour concerter, pour prendre des décisions. C'est le premier point. Donc la région, pour moi, n'aurait jamais dû être détruite parce que c'était l'instance de territorialisation des politiques publiques. Et dans tout le monde, pendant qu'on va vers des regroupements pour des raisons d'économie, nous, on a éclaté, multiplié la périphérie avec la communalisation, avec des coûts de 8 milliards par an de plus. On en est à la première phase. Alors, non, on n'en est dans aucune phase. C'est ce que dit le gouvernement. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de phase. Oui, je suis là quand même pour rappeler ce que dit le gouvernement. On est à la première phase, dans la deuxième phase, il y aura d'autres réformes. Mamoudou, moi, je ne dis que ce que le gouvernement dit, et je n'ai pas dit autre chose. Je dis exactement ce que le gouvernement dit, mais je dis que sur ce que le gouvernement dit, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on a détruit la région, il y a des problèmes parce que en allant dans cet acte 3, on aurait dû descendre jusqu'au délégué de quartier pour lui donner des pouvoirs, parce que c'est eux que les populations connaissent tous les jours. Les maires n'habitent même pas dans les villes. Et la deuxième chose, c'est que les associations, à la base, c'est à elles qu'il faut donner les moyens de lutter contre la sécurité, contre l'insécurité, de lutter contre le décrochage scolaire, d'aider les populations à rester en justice, mais pour dévorer des services publics. Et tout ça, c'est un vaste mouvement. Il faut réanimer tout le mouvement associatif, lui donner des moyens et lui donner la possibilité d'intervenir dans la vie publique. Et pour moi, c'est un peu ça qui a été manqué. Est-ce que vous pensez, comme Fatima Tassi, que cette réforme de la décentralisation a été dévoyée finalement? Bon, alors, tout juste une chose. Mais vous savez, Mamoudou, qu'il s'agisse des réformes comme la décentralisation, ou des réformes de fond dont elle parle, mais comme la discipline, parce que nous avons des problèmes très sérieux.
aujourd'hui, le problème du Sénégal, encore une fois, on reviendra sur le PSE certainement, ce n'est pas des problèmes de réforme. On a des problèmes infra-réforme. C'est des problèmes de comportement, de discipline. Nous vivons dans un pays où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et ça ne peut plus continuer. C'est notre vie ensemble, notre vivre ensemble qui est menacé. Et nous avons besoin d'autorité, nous avons besoin de l'État et nous avons besoin de politesse, de discipline dans les familles, hors des familles, autour de l'école, dans les écoles. Service militaire obligatoire. Justement, ça fait partie des propositions de Demain la République, du Parti Demain la République. Nous avons proposé un service civique national et nous pensons que si tous les étudiants, à la fin, dès l'obtention de leur bac, allaient faire 3 mois à Dakar-Bango avant de revenir à l'université, et ils ne casseraient pas les installations qu'on met à leur disposition. On pense aussi qu'aujourd'hui, pour la stratégie de santé rurale, pour l'éducation, si on avait la possibilité d'avoir tous les licenciés ou les masters qui vont aller donner 18 mois de leur vie dans les campagnes, la vie dans les campagnes aurait changé et on n'aurait pas eu de problèmes de dotation de ressources humaines. Donc la question de fond, c'est comment réanimer ce pays qui pour moi est encore sous anesthésie et comment le remobiliser, mais pour l'action publique. Mais l'action publique, ça suppose un État présent, un État fort, un État qui ne vit et qui ne défend que l'intérêt général. Et ça, c'est un autre débat. Alors, maintenant, sur la question des réformes, je voudrais... Mais avant cela, peut-être, c'est sur la question de la parité, mais c'est vrai. Nous constatons tous que les bureaux municipaux violent la loi sur la parité, notamment le décret d'application, et personne ne dit rien. Mais on a violé plein de choses. Faut-il alors brûler cette loi sur la parité? Non, mais ce n'est pas la loi sur la parité, c'est plein de choses que l'on brûle tous les jours. Oui, mais là, de questions précises sur le non-respect de la parité dans les conseils municipaux et départementaux. Moi, aujourd'hui, je suis pour la parité. Pourquoi je suis sur la parité? Parce que je pense que ce n'est pas l'idéal. D'abord, ce n'est pas l'idéal et c'est d'abord dangereux de vouloir réduire la politique à la biologie. Mais la parité n'est qu'une stratégie transitoire pour corriger des inégalités. Mais le rêve, c'est que demain, s'il y a 90% de femmes, mais plus compétentes que les hommes, que les 90 soient occupés par les femmes et que les hommes n'occupent plus que 10%. C'est ça la justice. Mais la parité, c'est un moindre mal et c'est quelque chose qui est transitoire. Et je pense que dès qu'elle est votée par la loi, tout le monde doit le respecter. Auriez-vous invalidé la liste de Touba? En tant que gouverneur, en tant que préfet, en tant que gendarme? En tant que tout cela ou un de tout ça? Mais moi, je pense que d'abord, il faut voir mais qui a le pouvoir de l'enlever. Moi, peut-être que j'aurais été préfet, j'aurais rendu ma démission. J'aurais été ministre de l'Intérieur, peut-être. Mais je pense que vous devez poser la question aux autorités politiques de notre pays, en particulier au président de la République qui est chargé de veiller sur nos institutions. Nos institutions déjà, justement, de manière générale, les réformes, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme réforme, quand on parle de réforme institutionnelle? Alors, très bonne question. La première chose, c'est qu'il y a une méthode, il y a un processus pour faire des réformes et il y a des conditions pour faire les réformes. Les premières conditions, c'est premièrement avoir des forces sociales qui soutiennent votre réforme. La deuxième condition, c'est donc négativement ne pas avoir des groupes de pression qui vous empêchent de faire les réformes. Et quatrièmement, c'est d'être dans une période de grâce et ne pas être en campagne électorale ou en fin de mandat parce qu'on ne fera pas de réforme. La deuxième chose, c'est que les conditions, les étapes. La première chose, mais c'est une prise de conscience. Vous ne pouvez pas faire des réformes si vous pensez que le pays marche très bien et que tout va bien. Tant que vous vous trompez, mais sur l'état du malade, vous ferez un mauvais diagnostic et vous ferez une mauvaise thérapie. Il faut être froid et considérer que ça ne va pas. Et quand on se rend compte que ça ne va pas, alors là, vous pouvez faire des réformes. Mais les réformes, la deuxième condition, c'est de préparer les gens, de les discuter. Et il faut que dans ce pays-là, que nous ayons l'habitude et la tradition de prendre sérieusement les questions sérieuses, de prendre tout le temps pour les discuter profondément et pour pouvoir prendre des positions. La troisième condition, justement, c'est qu'il faut avoir des principes, comme des principes d'équité et d'efficacité, mais pour ne pas porter tort aux uns aux autres, parce qu'une réforme, elle remet en question des rentes toujours de certains pour les autres. Et le troisième point, c'est qu'il faut avoir un gouvernement très serré, des délais très précis, et qu'il faut discuter avec l'opposition, avec toutes les populations. Et aujourd'hui, au vu de toutes ces conditions-là, il me paraît aujourd'hui difficile d'envisager, mais que des réformes puissent être faites d'ici aux élections, aux futures élections présidentielles. Ah oui, donc il faut les différer. Je n'ai pas dit qu'il faut.
c'est que les conditions objectives aujourd'hui, moi je ne vois pas le président de la République dans un état de grâce. Et les élections passées viennent de le montrer, qu'il est hors de l'état de grâce. On est hors état de grâce, on est en train de préparer des élections présidentielles. Ce que je dis, c'est que ça m'étonnerait qu'il y ait quelque réforme que ce soit. Lui laisser avec un mandat de 7 ans, finalement? Alors, ce que vous voulez dire? non, ce n'est pas ce que je veux dire, Mamadou. Moi, ce que je dis, c'est très clair. Et sur cette question-là, justement, mais sur cette question-là, je vais être plus que clair. Et éclairer peut-être certainement le débat sur la question du mandat. Vous savez, nous confondons deux choses. Nous confondons ce qu'on appelle le mandat présidentiel, qui est quelque chose d'institutionnel, mais qui concerne un corps immatériel que l'on appelle le président de la République. Et d'ailleurs, tu ne verras jamais dire le mot, le mandat du président, c'est le mandat présidentiel. Et après, il y a quelque chose qui est complètement différent, mais qui est le mandat du président, lui. L'homme, la chair. Et il n'y a pas de lien entre le mandat du président et le mandat présidentiel. Je m'explique. Le président de la République, demain, peut, s'il veut respecter sa parole, rendre sa démission. La preuve, c'est que la personne qui va venir le remplacer ne fera qu'achever le mandat. Donc, ce n'est pas un mandat présidentiel parce qu'il aurait tout recommencé. Donc, il ne fait qu'achever. Donc, le mandat présidentiel qui est là-bas, à l'Assemblée, voté, incarné dans nos institutions, ne concerne que la fonction présidentielle. Il est de 7 ans. L'homme, lui, peut il est de 7 ans. Il est de 7 ans. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un mandat présidentiel de 5 ans est trop court et qu'il faut 7 ans. Donc, à vous êtes condition... pour un septennat. Mais je suis pour un septennat. Mais je ne vous dis pas que je suis pour que le président renonce à sa parole. C'est complètement différent. Le président, s'il veut tenir sa parole, il démissionne demain matin, il n'y aura aucune conséquence. Très bien. Nous avons des institutions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir sur le sujet, mais justement, Elimane Lo qui lève la main, c'est l'occasion de vous introduire, vous et Maïmouna Ndourfaye, tout à l'heure sur le plateau, juste de diffuser le sujet 3, parce que le temps nous presse un peu. Il porte sur l'économie sénégalaise à l'heure du PSE. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent sera sans doute au cœur des préoccupations du nouveau gouvernement, vu le profil du nouveau Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'est bien ça, qui vient d'être porté à la tête de l'équipe gouvernementale, diriger justement le bureau de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est un sujet de Fatidien avec Diafar Abba. Les experts sont presque unanimes. À l'heure actuelle, l'économie nationale connaît des difficultés. Beaucoup de secteurs traversent une mauvaise passe. L'économie va mal. C'est quelque chose que nous sentons. Ce ne sont pas des chiffres. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Pour la première fois, depuis 10 ans, nous avons enregistré un taux de croissance de 2,4%. La pauvreté n'a pas reculé de manière fondamentale. Le chômage des jeunes est encore présent. Le modèle de consommation sénégalais est un modèle importé. On dira, bon, c'est fait au Sénégal, on n'en veut pas, etc. Et on va vouloir effectivement importer tout. Le secteur agricole qui emploie une bonne partie de la population sénégalaise est affecté. L'appauvrissement des sols, la crise du secteur de l'arachide, la détérioration de l'environnement, entre autres, ont conduit à une vulnérabilité chronique de l'économie. L'agriculture aujourd'hui, évidemment, sa situation s'est améliorée l'année dernière. Mais 2 années auparavant, nous avions effectivement une instabilité climatique. Le secteur qui était anciennement dynamique commence à perdre précisément de leur importance, recule. C'est le cas de l'arachide, par exemple. L'arachide était effectivement une production motrice. Même si les observateurs estiment que le secteur des télécommunications est relativement épargné, ils affirment tout de même que les défis sont encore énormes. On est aujourd'hui entre un peu moins de 13 millions. On sera donc à 26 millions, peut-être un peu plus. Alors voyez un peu comment régler les problèmes de 26 millions de Sénégalais. Ça, c'est un grand défi. Le produit intérieur brut, c'est la totalité de la richesse du Sénégal, qui a crû de 2,4%. Mais la richesse de ces Sénégalais, le nombre de Sénégalais aussi augmente. Donc, à un moment donné, pour que vous puissiez satisfaire les besoins, il vous faut avoir plus de richesses que vous n'avez de personnes
dont vous devez satisfaire les besoins. Le Sénégal a décidé de booster son économie pour accélérer l'émergence. Le PSE est mis en place. Le choix du Sénégal est diversement apprécié. Le PSE doit aussi régler un problème fondamental qui est le problème des infrastructures. Le niveau de la croissance est fonction précisément de la qualité des infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit les infrastructures hydrauliques, que ce soit surtout les infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, nous sommes encore plus inquiets parce qu'on se dit, mais au moment où il semble avoir trouvé une solution, il est en train de basculer dans le contraire. Cette décision de nos dirigeants d'adopter un nouveau modèle de développement ne fait pas l'unanimité. Pour accélérer la marche vers l'émergence, les économistes estiment qu'il faut d'abord une vision clairement établie. Micro au public, monsieur. Merci. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Je dois dire d'abord que même la question du plan Sénégal émergent s'inscrit en droite ligne dans le cadre des réformes. Je crois que, comme disait l'autre, on ne naît pas citoyen, mais on le devient par les institutions. Et je crois que quand on doit faire des réformes, on doit se poser le micro. Deux questions fondamentales. La première, pourquoi? Pourquoi réformer? Est-ce que c'est pour l'intérêt général, pour plus d'efficacité, pour la nation sénégalaise? Comment le faire? Comment faire la réforme? Est-ce qu'il faut impliquer la concertation, etc. Et en ce qui concerne le plan Sénégal émergent, la question que je voudrais poser à monsieur le ministre Sall, que je salue au passage, c'est quelle est la place de l'éducation dans le plan Sénégal émergent? Parce que dans la hiérarchie, nous avons vu qu'on a parlé d'agriculture, d'énergie, de transport ferroviaire, de projets, mais également de logements sociaux. Alors qu'on parle de refondation de l'école. Pour refonder l'école, l'école doit être une priorité. En 1945, le Japon était à l'année 0. Le Japon est moins grand que la Californie, un pays volcanique, avec plusieurs îles. Et pourtant, aujourd'hui, le Japon s'est hissé au sommet de l'économie mondiale, fait partie de la triade, même si elle est poussée à la 3e place de l'économie mondiale par la Chine. Parce que justement, ce pays a su investir dans l'éducation. Donc, quelle est sa place? Et là, on a des problèmes. La deuxième question, dans le programme Sénégal émergent, qu'est-ce que l'État compte faire pour corriger les disparités qu'on a notées dans le système de rémunération des agents de l'État? Ça pose une question essentielle. C'est la question de l'équité et de la justice. Et si vous faites une évaluation de toutes les crises qui ont secoué le secteur éducatif, j'allais dire la santé et ailleurs, c'est lié à ça. Non pas, pour ne pas parler de déséquilibre, mais une déliquescence de la grille salariale. Troisième question, qu'est-ce que l'État compte faire? C'est-à-dire que je fais un parallélisme des formes concernant les dépenses de prestige dans le PSE. Parce que nous avons constaté qu'on a trop mis l'accent sur les dépenses de prestige au détriment des priorités, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la sécurité. Très bien. Mais voilà. Merci. Je vous remercie. Valdiodio, oui, gouverneur, vous voulez reprendre la parole? Oui, très rapidement. Oui, gouverneur. très rapidement. Oui. Parce que j'ai dit que le président en allant à Paris, il a récolté beaucoup de fonds. Or, nous nous rendons compte que beaucoup de crédits qui sont mis à nos dispositions, mais le rythme de consommation est tellement lent parce qu'il n'y a pas l'absorption. Non, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme pour absorber ces finances. Parce que j'ai vu dans les journaux que, par exemple, la Belgique menace de retirer ces fonds parce que tout ce qu'ils ont mis à la disposition du gouvernement, il n'y a pas de programme pour les consommer. Oui. Alors maintenant, tous les milliards qu'il a ramassés, comment on va faire? Bon, disons des engagements de financement. Valdiodio, oui. Oui. Des promesses d'engagement. Promesses d'engagement. Merci Mamoudou et bonsoir Monsieur le ministre. Moi peut-être je vais y aller très vite. C'était juste une question par rapport à la place de l'innovation dans le plan Sénégal émergent. C'est-à-dire nous savons aujourd'hui que par exemple pour régler des questions essentielles en termes économiques,
en termes industriels, généralement, il faut les pays occidentaux, les pays développés mettre en avant l'innovation. Et sur le plan Sénégal émergent, si vous le lisez bien, vous vous rendez compte que la place de l'innovation est presque inexistante, alors que nous avons une agence sénégalaise d'innovation technologique. Ça, je pense que c'est essentiel, peut-être pour les économistes, de réfléchir sur cette question. Bon, malheureusement, les réformes sont passées à côté. Oui, mais vous pouvez toujours poser une question okay. si ça... Oui, bon, sur les réformes. À ce niveau-là, sur les réformes, moi, je pense que tout à l'heure, monsieur le ministre a dit que 3 ans, pour moi, c'est peu. Pour lui, c'est peu pour amorcer les réformes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui a été fait par la Commission nationale des réformes institutionnelles, on peut bel et bien les mettre en œuvre. C'est une question de volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement, depuis 2012, on a tourné en rond. Il y a même eu énormément de lenteur pour mettre en chantier ces réformes-là. Il n'y avait pas de moyens pour la commission. Finalement, ils ont terminé le travail. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que fait le président avec ce package. Rapidement, répondez sur les réformes avant d'attaquer les questions économiques. Oui, absolument. D'accord. Sur les réformes aussi. Bon, elle a une question sur les réformes. Oui, le micro. Johnson, hein? Qui a le micro alors? Voilà. Ce que femme veut, Dieu le veut. Hein? Pas de souci. Excusez-moi, c'est sur les réformes rapidement. Monsieur Sall est chef de parti. Par rapport aux réformes institutionnelles, je voudrais lui poser 2 questions. L'une, c'est par rapport au président chef de parti. Qu'est-ce qu'il en pense? Si jamais aujourd'hui on devait aborder cette question, qu'est-ce qu'il en pense, président chef de parti? L'autre question, c'est sur le régime. Parce que quand on parle des réformes, c'est vrai qu'on se focalise sur le mandat, sur autre chose, mais aussi il y a le régime présidentiel ou le régime parlementaire. C'était des questions qui ont beaucoup secoué la commission de réforme, parce qu'on sait qu'au Sénégal, le régime est super présidentiel. On ne parle plus de régime présidentiel tout court, mais super présidentiel, parce que tout tourne autour du président. Donc en tant que chef de parti aujourd'hui, je voudrais lui poser une question directement pour savoir qu'est-ce qu'il pense de ces 2 régimes-là pour le Sénégal, régime présidentiel ou régime parlementaire. Merci, Maïmouna Ndour Faye. Merci d'être venu. Merci à vous de nous faire partager ces moments de réflexion. Alors j'aimerais un peu revenir sur une réforme importante, mais qu'on aura oubliée dans cette vague. En l'espace d'une année, 2 hauts gradés des forces de défense et de sécurité ont brisé le pacte du silence, plongeant ainsi leurs corps respectifs dans la tourmente. Dans un monde globalisé où les nouvelles technologies de l'information, de la communication brisent toutes les barrières, tous les tabous, n'y a-t-il pas lieu, El Hadj Amadou Sall, d'opérer une réforme des forces de sécurité et de défense en ce qui concerne la question de la communication et de la prise en charge des revendications? Ailleurs, on a ce qu'on appelle des syndicats de police ou encore la police des polices. Cela nous éviterait peut-être la compilation de secrets d'État dans un ouvrage tel que celui publié dernièrement par le colonel Aziz Ndao. Merci. Oui. Oui, décidément, les réformes sont très populaires. J'aimerais bien avoir votre position sur les statuts des foyers religieux. Mohamed Elimane Lo, faut-il accorder un statut aux foyers religieux? Beaucoup de questions, très rapidement. Oui, je vous remercie, camarade. Alors, je commencerai par répondre à l'éducation, ou bien uniquement sur les réformes. Je peux répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Attaquons sur les réformes peut-être, et puis on termine avec les questions économiques et d'éducation. Madame, ma position sur les réformes est très claire, très nette, très précise. J'appuie de toutes mes forces toutes les propositions qui ont été faites par ces femmes et ces hommes qui sont très sérieux et qui ont fait un travail de qualité. Et pour moi, toutes les propositions qu'elles ont faites vont dans le sens du renforcement de la démocratie. J'aurais personnellement moi-même ajouté d'autres aspects pour approfondir encore la démocratie. Donc je leur ai amendé dans le sens d'améliorer les propositions. Mais tout ce qu'ils ont proposé jusque-là me paraît très correct. Cumul de fonctions, chef de parti, président de la République. Je trouve qu'on ne peut pas être président de la République et diriger une organisation privée. Ça me paraît simple, net et précis.
Très bien. Le président devrait démissionner. Le président sait mieux que moi ce qu'il doit faire. De la paix. Mais le président sait mieux que moi ce qu'il doit faire parce qu'il a été élu par les Sénégalais. Mais moi, de mon côté, je dis librement et de façon très libre et très claire qu'on ne peut pas exercer l'action publique, représenter l'intérêt général et diriger une organisation privée. Régime parlementaire, régime Alors, sur la nature du régime, oui, je pense que la nature du régime ou les caractérisations, parce que encore, mais c'est ce que Bergson disait, mais le philosophe, l'esprit reconstitue après coup pour trouver des catégories et présenter les choses autrement. Donc, je ne sais pas quelle est la ligne de fracture du régime parlementaire, du régime présidentiel, mais ce qui est constant et manifeste, c'est que le président de la République dans notre pays a trop de pouvoir et concentre tout autour de lui. Et sur le déclin des valeurs et sur l'argent facile, sur la politisation de la vie politique, on a vu en 12 ans comment notre pays a été mis à genoux. Vous le savez mieux que moi. Donc je suis de ceux qui pensent que le pouvoir du président de la République doit être diminué, réparti entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Et surtout qu'on ait une Assemblée qui puisse jouer le rôle qu'il doit jouer. Et notamment sur les nominations, je trouve que même dans l'armée, quand il s'agit de nommer un directeur dans un service ou un chef ou un médecin-chef dans un hôpital, on aurait dû procéder à un appel d'offres tout simplement et qu'on ait des procédures transparentes comme ça qui permettent aux futurs dirigeants de se présenter devant l'Assemblée, de présenter leur projet d'établissement et de pouvoir venir répondre, mais devant la représentation parlementaire. Donc, mais ces auditions et cette tradition, il faut qu'on prenne de bonnes habitudes et qu'on puisse l'incarner. Mais le président de la République doit voir son pouvoir diminuer, répartir entre les autres institutions de la République. Oui, Valdiodio qui n'est pas d'accord avec vous sur quand est-ce qu'il faut faire les réformes. Il dit que c'est une question de volonté. On n'a pas besoin de 3 ans pour faire des réformes. Alors, sur cette question-là, la décision, aujourd'hui, certainement, si le président de la République voulait rentrer dans l'histoire de cette façon-là, il aurait pu effectivement se concentrer sur le reste des réformes. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand on est en campagne, puisque la campagne a été annoncée, les candidatures ont été annoncées déjà, il me semble difficile qu'on fasse des réformes en profondeur. Toutes les forces seront autour de lui. Qui va aller en campagne avec lui dans 3 ans et accepter qu'il se retire de la paire? Personne. Vous verrez bien qu'il y a des problèmes pratiques. Le point, c'est que c'est quand vous venez dans le premier gouvernement que dans les 2 premières années, vous devez faire toutes les réformes. Malheureusement, pour le pays, la structure du gouvernement et sa composition au début du septennat ne pouvait pas permettre à des gens qui, pour 80%, découvraient l'action publique, de mener rapidement des réformes dans le cadre d'un gouvernement serré, c'était évident. Oui, question de Maïmouna Ndour Faye, celle de Liman Lo. Alors, Maïmouna, la question portait sur la communication. Je pense que le problème de fond, c'est les faits qui sont derrière la communication. C'est les faits qui sont derrière la communication et la réforme des forces de sécurité, elle est nécessaire. Il faut réformer la police, il faut réformer la gendarmerie, il faut réformer l'armée. Même l'armée, encore, j'ai parlé des déclins de capacité, mais aujourd'hui, nous avons des problématiques nouvelles. Nous avons Boko Haram qui est dans nos murs parce que nous avons énormément de Nigérians dans ce pays. On ne sait pas ce qu'ils font. Les forces de sécurité ne contrôlent pas l'immigration. Nous avons la volonté de lutter. À la chasse aux Nigérians. Non, mais je il faut qu'on fasse la part des choses aussi. Non, mais je ne fais pas de chasse aux Nigérians, mais je suis trop responsable pour ça. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réseaux. On sait que les Guinéens contrôlent le marché et les réseaux des fruits et légumes. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un réseau de la drogue qui, même à Sao Paulo, est dirigé par les Nigérians qui l'ont enlevé des Colombiens qui s'occupent d'un petit territoire. Donc aujourd'hui, qu'on puisse utiliser le Sénégal comme plateforme, c'est connu par les services de renseignement, c'est connu par tout le monde et toutes les arrestations qui sont faites tous les jours sont contrôlées. Donc sur cette question-là, non seulement les 3 protocoles de la CEDEAO ont toujours mis une restriction sur la nécessité de défendre la sécurité publique, mais des procédures de contrôle de l'immigration, une fois autorisées, doivent être faites. Et 3e chose, nous avons l'obligation de lutter contre le blanchiment, le crime organisé et la drogue. La Gambie, le 23 avril 2014, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, je pense Ousmane Sonko, a fait faire, quartier par quartier, un inventaire de la présence étrangère. Pourquoi nous, on ne doit pas faire ça?
et qu'on doit assister tous les week-ends à des matchs internationalités où le public est aussi grand, et vous pouvez vous donner une idée mais de l'ampleur de cette immigration-là. Et tous les samedis matins, vous allez à Ecobank, SMS, d'autres banques, et vous voyez mais des envois d'argent sur des coiffeurs qui envoient 5 millions mais tous les jours. Ça pose des problèmes et nous devons intervenir. Donc c'est pour dire que les questions de sécurité sont extrêmement graves et jusqu'à ce jour, ils ne sont pas pris en compte. On connaît tous les maisons closes, les rues où on vend de la drogue. Vous ne voyez jamais de descente de police. Et aujourd'hui, encore, sur la défense et sur nos sécurités, il y a des problématiques nouvelles, comme le terrorisme, qui ne sont pas pris en compte. Il y a beaucoup d'autres choses sur les fonctions d'évaluation, mais de planification des ressources humaines. Nous allons avoir une pyramide, mais des forces de sécurité qui va être décapitée dans 5 ans. Et on aura des problèmes de renouvellement d'effectifs. Donc, nous avons des réformes en profondeur à mener. C'est la réforme d'ailleurs que j'ai tenté de mener en Guinée-Bissau jusqu'à l'assassinat de Nino Vera, pas parce que j'étais chargé de réformer toutes les forces de sécurité de la Guinée-Bissau. Alors, statut pour les foyers religieux, statut spécial. Écoutez, moi je suis dans une démocratie, Mamoudou. Je suis dans une démocratie, mais je suis un citoyen. Je ne connais pas autre chose que ça. Je suis né dans une famille maraboutique. J'ai fréquenté des daras. Si j'ai envie de voir mon marabout, j'irai dans mon dara et je ferai ce que je dois faire. Mais pour moi, la République, c'est la République. Elle est faite des citoyens. Un point, c'est tout. Question voilà. De Mohamed Elimanlo. Oui. Okay, donc on peut y aller. Alors, oui, les questions économiques quand même qui ont été soulevées déjà, vous pouvez y aller. Alors, sur les questions économiques, je pense qu'il y a 2 points qui ont été abordés, mais c'est la question de l'innovation. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de l'émergence. Baser 80% de l'activité économique du Sénégal sur les projets publics, privés, mais sur lesquels je reviendrai. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes énormes. Les PPP, c'est 40 ans de recherche. Les PPP, c'est des relations agent principal très compliquées à monitorer. C'est des problèmes de collision à l'entrée de l'appel d'offres. C'est des problèmes de difficulté d'exécution de contrats. C'est des problèmes de régulation et c'est des problèmes de difficulté de litige. Et aujourd'hui, ni notre exécutif, ni notre système judiciaire, ni notre système législatif ne nous permet aujourd'hui de gérer ce genre de relations. Quand vous allez en France, il y a eu en 2012 2 études, en 2013 2 études, vous avez 150 cas qui montrent les difficultés qui sont inhérentes. Donc il faut un dispositif extrêmement musclé au niveau des 3 pouvoirs et des institutions pour gérer ce type de contrat. Alors, on peut aller plus loin. D'ailleurs, l'Union européenne, en 2011, a relooké son site, reconsidéré sur plus de 100 décisions et a émis de nouvelles directives sur les questions de partenariat privé-public. Donc, ce n'est pas simple et notre pays est pour l'instant faible. Et alors, si je vais plus loin, parce qu'on reviendra mais sur l'économie et sur les diagnostics de notre économie, nous avons la nécessité et le devoir de faire produire nos PME et nos PMI. C'est capital, c'est essentiel. Et je le dis parce que je suis chef d'entreprise, j'emploie 150 personnes, 150 familles, et chaque jour, je me bats pour les payer à la fin du mois. Et c'est terrible. Aujourd'hui, le pressentiment que j'ai en tant que chef d'entreprise, c'est que le secteur privé sénégalais est la banlieue, mais de l'économie nationale. Il faut que ça cesse. Il faut que nous ayons une politique industrielle qui nous favorise dans les appels d'offres. Il faut que nous ayons une politique industrielle qui organise la diffusion, mais de l'innovation et tout cela. Et nous n'avons rien. Et c'est ça la tragédie aujourd'hui. Il n'y a pas de politique industrielle, il n'y a pas de politique d'entreprise. Il y a toujours une belle lettre de politique sectorielle, mais qui n'est pas suivie d'action, qui n'est pas suivie de dispositifs. Et donc, moi, je partage bien naturellement l'opinion que vous venez d'émettre. Alors, sur la question de l'éducation, je voudrais, pour Monsieur le Ndoye, vous dire, je suis de tout avis avec toi que l'émergence, ça commence par la tête et par le cœur. Ce n'est pas les infrastructures. Je suis désolé. C'est de l'éducation. Et c'est par ça qu'on émerge. J'ai fait le tour du monde depuis 2-3 ans pour voir tous les pays qui s'en sont sortis et tous les pays qui ont eu des difficultés. Ça commence toujours par la tête et ça se gâche par la tête. Donc pour moi, la question de l'éducation, elle est centrale. Alors, qu'est-ce que le PSE fait par rapport à ça? C'est vrai que quand vous regardez la partie qui est consacrée au capital humain, vous avez à peu près 10 pages sur plus de 100 pages. Quand vous regardez
la protection de l'enfance, vous avez 3 lignes et demie sur tout le document. Quand vous revenez et que vous regardez les questions de leadership, d'institutions, mais de gouvernance qui sont essentielles et de réforme de l'État, parce qu'on en a parlé, vous avez 6 pages. Donc c'est vrai qu'il y a un déséquilibre par rapport à l'axe 1, qu'ils appellent l'axe de production de la richesse. Bon, alors, le deuxième point, donc sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Sur la question de la rémunération, au niveau de notre parti, nous proposons une grande conférence sur les revenus et les traitements des fonctionnaires. Parce que tout simplement, j'ai donné des exemples. Si vous prenez l'exemple d'un médecin qui, non seulement tout le temps qu'il opère, prend des risques d'aller en prison, mais en plus sauve tous les jours des vies, est-ce que vous pouvez considérer que cette personne ne doit recevoir aucune prime quand un douanier, lorsqu'il arrête un fraudeur, touche une prime? Donc, mais c'est des questions de fond. Donc, il faut qu'on ait un débat le plus ouvert, le plus sérieux sur la question, et que aussi les enseignants que vous êtes, avec tout le respect que je vous dois, ou bien les enseignants que nous sommes, et les médecins qui existent, comprennent qu'il y a des métiers de vocation. Quand on a choisi d'être médecin, ce n'est pas pour rouler sur des milliards. Quand on a choisi d'être instituteur, ce n'est pas pour rouler sur des milliards. Je rends hommage ici à un monsieur qui s'appelle Abdoulaye Gueye, qui paie à son âme, il vient de rendre l'âme. Il m'expliquait qu'en 1947, il est parti à Goudiri un 31 décembre. Ses amis l'ont intercepté à Tamba pour lui demander de rester réveillonné. Il a refusé. Et il était parti à Goudiri. Et c'est eux-mêmes qui brûlaient des feux de paille pour le mettre sur les murs, mais pour pouvoir faire de la craie et tout. Et les ardoises, c'est eux qui découpaient les tôles en fer. Cette vocation, aujourd'hui, cette manière, cet engagement de se donner dans son travail, elle connaît une crise. Quand moi je vois aujourd'hui des enseignants bloquer des corrections de copies parce qu'ils n'ont pas de prime, moi ça me choque même en tant qu'enseignant. Très bien. Les dernières questions seront posées par Mohamed Iman et Mamoundir, mais je vais quand même donner la parole là. Oui, il lève la main, Johnson Meng et Mounir Ndiaye. Merci. Je voudrais saluer d'abord Sall, que j'ai connu au cours d'une conférence de presse, au cours d'une conférence publique que nous avions eu à organiser en 2008 sur la crise financière à l'échelle mondiale avec le représentant résident du FMI au Sénégal. C'est là où évidemment il m'a beaucoup impressionné par la richesse de ses idées et leur pertinence. Et c'est justement sous ce rapport que je voudrais l'interpeller sur la question économique, sur la question du PSE. Depuis 2004-2005, je crois, le taux de croissance économique du Sénégal aussi entre 2 et 3%. Manifestement, c'est un taux qui ne permet pas d'aller loin. On dit qu'il faut des réformes structurelles, des réformes profondes. Je voudrais demander à M. Sall, qui a bien lu le PSE, est-ce que les mesures qui sont préconisées pour imprimer au taux de croissance très fort, de l'ordre de 6 à 7%, est-ce que vous pensez que ces mesures préconisées sont de nature à nous mettre dans cette dynamique-là? Très bien, merci. Oui, Johnson Meng, on va y aller très rapidement. Johnson. Oui, très rapidement. Monsieur le ministre, je vous salue et vous félicite de l'initiative que vous avez prise de venir, je dis bien, à cette émission, qui est une émission vraiment de haute facture. Et moi, je vous ai côtoyé il y a de cela plus d'une dizaine d'années, quand vous étiez ministre du Plan, sous Diouf, le dernier ministre du Plan. C'était à l'hôtel Novotel, quand vous lancez l'étude prospective 2025. En 1998, je pense. Étude prospective 2025. Un document qui était compilé pratiquement l'horizon, je veux dire même l'avenir du Sénégalais en 2025. L'échéance, il nous reste pratiquement 10 ans d'ici l'échéance 2025. Quel regard portez-vous sur le Sénégal d'aujourd'hui si vous faites une rétrospective de ce Sénégal-là de 2025? Un constat aussi, à mon niveau,
jusqu'à présent, je pense que ce qu'on appelait les besoins primaires de Maslow ne sont pas encore réglés au Sénégal. C'est-à-dire la santé, l'éducation, l'emploi et l'alimentation. Mais je me pose souvent cette question parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, et ce qui n'était pas n'importe qui. C'était le dernier directeur des opérations de la Banque mondiale qu'on appelait représentant Banque mondiale au Sénégal, John McIntyre. Le dernier représentant Toubab de la Banque mondiale à Dakar, qui me disait que c'est au Sénégal où il voit seulement la politique occuper une place de choix. On ne parle que de politique. Très bien. Imaginez, Mamadou, vous m'excusez, vous faites un sondage, je vous dis, une étude scientifique, pour voir tous les responsables politiques en vue. Ils n'ont aucun boulot, aucune formation professionnelle. La seule formation, c'est la politique. Très bien. Et je vous remercie. Merci Johnson. Mounir Ndiaye qui est à vos côtés, juste à votre droite. Oui. Voilà, merci. Bon, je tiens à féliciter M. le ministre que j'ai croisé il y a quelques jours à l'hôtel Novotel. Moi, je voudrais simplement dire que demain la République, c'est bien dit, parce que nous ne sommes pas encore dans une République. Si l'on voit tout ce qui se passe dans notre pays, parce que quand on élisait un président de la République, c'était pour faire des ruptures. C'était pour tout simplement dire qu'il y avait une gestion clanique, politicienne, familiale du pouvoir, il fallait se départir de cela. C'était pour dire qu'il y a un certain nombre de lobbies qui entourent notre économie et qui nous empêchaient de nous en sortir. Il fallait donc extirper ces problèmes-là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, quand même, il faut reconnaître que, pour moi, un président de la République doit être au-dessus de la mêlée. Il doit être quelqu'un qui doit montrer des particularités qui fassent de lui un président de la République, un Sénégalais qui est différent des autres Sénégalais. Un président ne doit pas se confondre dans le comportement du Sénégalais lambda. Ce n'est pas possible. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, avec la quantité de travail qu'il y a dans notre pays, quand Abdou Diouf n'avait pas de Premier ministre, c'est parce qu'il n'y avait pas d'inondation, il n'y avait pas de Casamance, il n'y avait pas 100 000 demandeurs d'emploi sur le marché chaque année. Le poste de Premier ministre, c'est une forme de division verticale du travail. Et c'est quelque chose de fondamental pour notre économie. Il y a également le fait que un président de la République qui ne peut pas quand même s'entendre avec des hommes, ça c'est pas normal. Le président de la République doit avoir ces particularités-là. Un esprit de dépassement, un esprit de discernement, savoir. Par exemple, on a pris 24 heures pour choisir un nouveau Premier ministre. Ceci n'est pas normal. Et moi, je vais tout simplement dire que sur le plan Sénégal émergent, le point fondamental sur lequel il faut agir aujourd'hui, c'est la mentalité des Sénégalais. Si vous regardez le nombre de dodanes qu'il y a dans notre pays, vous comprenez comment ces gens-là pensent que c'est dans la facilité qu'ils vont régler les problèmes du pays, alors que c'est dans la racine, dans le comportement des gens qu'il faut agir au lieu de mettre des dodanes. C'est trop facile. Parce qu'un dodane, ça va disparaître un jour, il faut encore le reconstruire. Il faut aller construire le modèle du Sénégalais. On a parlé de nouveaux types de Sénégalais et tout ça. Revenons sur le plan Sénégal émergent. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'innovation. Mais comment l'innovation, ça provient de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale est faite dans les universités. Allez voir les laboratoires des universités du Sénégal. Le plan Sénégal émergent a été muet sur l'ensemble de ces questions-là. Si vous y ajoutez la question du franc CFA, voyez les failles qu'il y a dans ce plan-là. Alors que le franc CFA dépend d'une monnaie qui elle-même a des problèmes de gestion là où on utilise cette monnaie-là, et que si aujourd'hui, dans le plan Sénégal émergent, on dit que c'est le redressement productif qu'on met en avant, si vous redressez une production, alors qu'en même temps, vous laissez votre marché inondé par des produits chinois, même vos constructions, c'est des Chinois qui viennent barricader, il n'y a aucun transfert de technologie. Vous dites que vous allez développer un pays, vous allez faire émerger un pays. Troisièmement, c'est la question énergétique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui développer un pays sans mettre un trait définitif sur l'ensemble de ces problèmes énergétiques-là. Moi, je vais m'en limiter là, mais je pense que le chapelet est encore trop long pour dire que le plan Sénégal émergent, il y a beaucoup de failles qu'il faut extirper. Mounir Ndiaye, merci. Maintenant, rendez le micro aux journalistes qui sont là. Oui, monsieur le ministre, allez-y très rapidement. Oui. Mais je pense que vous avez posé des questions qui sont essentielles. Mais monsieur le professeur Mounir Ndiaye, je voudrais le saluer au passage, mais c'est un chercheur très audacieux et très courageux et très technique, mais parce que j'ai pu faire avec lui un séminaire sur les partenariats privés-publics. Et je pense que nous avons une communauté de vue très claire mais sur la question. Alors, très bonne question.
vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre économie. Notre économie a connu 2 décennies. Une première de 1994 à 2005, où nous avons fait toutes les réformes nécessaires. En commençant avec le plan qu'on appelait l'UMSAHO, qui n'a rien d'un plan, qui était un programme de stabilisation. C'est comme le plan Sénégal émergent. J'ai l'habitude de dire que c'est une stratégie de croissance accélérée, ce n'est pas un plan. Parce qu'on a 3 lois, une loi de finances, une programmation des investissements et un plan d'orientation. Et les 3 documents vont à l'Assemblée, c'est notre constitution économique. Mais on a l'habitude d'appeler plan des programmes. Donc, on est parti du programme de l'UM, mais de stabilisation. Il y a eu beaucoup de réformes avec Saheloum. Et on a mis 10 ans à avoir une croissance mieux soutenue. Et ensuite, immédiatement, le modèle s'est essoufflé et il y a eu une chute. Et mes prévisions, je l'ai dit partout, devant tous les directeurs des finances, de l'économie et des finances, mais de ce pays, notre économie a commencé à connaître une chute en 2005 et elle se poursuivra jusqu'en 2015. Il n'y aura pas de croissance importante jusqu'en 2015. Ce qui fait que la période de Wade 2 a été catastrophique et Macky 1 aussi sera tout aussi catastrophique sur le plan des taux de croissance. Je l'ai dit à l'époque. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Le plan Sénégal émergent a travaillé sur 3 scénarios. Un premier scénario de décollage, c'est le scénario émergence. Un deuxième scénario de statu quo, c'est le PSE et le programme du FMI, mais qui est lissé sur le long terme. Et puis, il a défini un scénario catastrophe, enfin un scénario pessimiste. Et le scénario pessimiste dit quoi? Elle dit c'est 3,2% de taux de croissance, c'est un retard dans la mise en place du programme énergétique, c'est un environnement international morose et c'est un environnement sous-régional qui est perturbé politiquement, instabilité politique. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention que la situation que nous vivons aujourd'hui, à l'instant où je parle, est moins bonne que celle-là. Parce que nous n'avons pas 3,2% de croissance. Le Mali est instable. La France est entrée dans une ère de déflation qui va durer 3 ans parce qu'elle n'a pas d'autres possibilités si elle veut continuer à emprunter, à financer ses déficits à un taux bas. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que la croissance ne soit pas là. Et je l'avais dit à l'époque et je l'avais dit à tout le monde. Vous aurez, si vous faites du miracle, 4,5%. Je maintiens ce que j'ai dit et les faits continuent à me donner raison. Donc, première chose, ce qu'il faut faire maintenant, et ce qu'il fallait faire à mon avis, c'était comme avec l'acte 2 de la décentralisation. Mais c'est évaluer. On avait une stratégie de croissance accélérée, elle ne marchait pas, mais il fallait l'évaluer et comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi on a tout le temps des problèmes de passage à l'acte. Le Premier ministre vient d'être nommé aujourd'hui. Il est en train de travailler. Mais demain, il sera le prochain bouc émissaire. Parce que les choses ne marcheront pas. Tant qu'on a des problèmes de passage à l'acte et tant que dans ce pays-là, on ne touche pas les fondamentaux. Nous avons l'habitude d'être très superficiels quand nous faisons un diagnostic. Et même le diagnostic mais du Sénégal émergent. L'œil clinique, Michel Foucault l'a dit et répété, mais ce n'est pas un œil de jardinier, mais c'est un œil de chimiste. Tu opères une réduction chimique. On regarde les faits pour découvrir les secrets qui sont derrière les faits. Et c'est comme ça, et c'est là où le diagnostic commence. Mais si on ne fait pas un diagnostic sérieux, pour savoir que nous sommes mal partis, pour savoir que nous sommes assis sur des bombes, les thérapies ne pourront être que symptomatiques. Vous allez voir des gens toussés, on va leur donner du sirop alors qu'ils ont la tuberculose. La question de fond, c'est donc de faire un diagnostic sérieux et de prendre les problèmes, mais de façon très sérieuse. Alors, sur ce point, le Sénégal émergent, est-ce que je crois qu'on aura de bons résultats? Il y a 2 choses qui me rendent perplexe. C'est que premièrement, la manière dont le portefeuille d'investissement public a été concocté par McKinsey. McKinsey, encore une fois, n'a pas les compétences techniques pour faire ce genre d'études qui demandaient des approches de l'analyse coût-avantage, qui sont des problématiques d'économie publique, où il fallait prendre des technologies non convexes, des problèmes d'équilibre de second rang, des problèmes de biens publics, tout un ensemble de choses. McKinsey, c'est une boîte de consultation au niveau mondial qui est spécialisée en management, qui peut vendre des visions, qui peut faire de bons schémas, mais pour le choix, la sélection, ça pose un problème. La raison d'ailleurs, et vous allez le découvrir, mais si vous feuilletez très bien mais le plan Sénégal émergent, vous verrez que
on a utilisé ce qu'on appelle le cadre de choix multicritères, mais pour décider des investissements. Le choix de cadre multicritères te permet de choisir, de décider, mais il ne te dit pas la qualité de ta décision. Ça, c'est d'autres types d'études. Et pour moi, il n'en avait pas les compétences et les capacités. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu bâtis ton portefeuille d'investissement public, pour dire que tu auras 7 ou 7,1%, mais tu as besoin au moins d'un modèle d'équilibre général, mais calculable. Excusez-moi sur ces questions techniques-là. On ne l'a pas. On est parti au pif dire qu'on aura du 7%. Et aujourd'hui, ce qui est curieux... On ne l'aura pas, les 7% à l'horizon 2016-2018. Mais on ne peut pas l'avoir. Ah oui? On ne peut pas l'avoir du tout. Mais si vous faites de la magie, vous le faites. Mais si vous faites de l'économie, où est l'État réformé qui le fait? Où est le secteur privé réformé qui le fait? Où est les enfants éduqués qui le font? Où est la société sénégalaise qui va bouger, qui va le faire? La question de fond, c'est que nous sommes rentrés dans une grande dépression avec des fondamentaux, le cadrage de l'émergence, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le leadership, la réforme de l'État, nos comportements, tout ça n'est pas secoué pour donner des résultats escomptés. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de réanimer le pays, remobiliser les énergies, reconstruire en étant sérieux et en s'attaquant aux Mohamed Elimane-Lo. Parmi les réformes à mettre en œuvre à l'heure du PSE, je pense que vous ne pensez pas qu'il faudrait également revoir le système de suivi d'évaluation de ces plans sénégalais. Oui, sur ce point-là, mais je viendrai sur le cadre de pilotage du PSE. Mais avant le cadre de pilotage du PSE, vous dites quelque chose de très important. Alors, le cadre de pilotage du PSE. Nous sommes aujourd'hui d'abord, de façon générale, très mal organisés dans notre pays pour répondre aux questions. Nous nommons des personnes à des positions, on leur laisse libre choix d'agir ou de ne pas agir. Ils ne rendent pas des comptes, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de sanction. Et d'ailleurs, ils peuvent très bien faire leur travail dans leurs entreprises, mais s'ils perdent leur localité, on les démet de leurs fonctions. Donc vous ne pouvez pas faire de la gestion axée sur les résultats si c'est ces résultats-là dont il est question. Donc il faut être très cohérent. Nous avons besoin d'être très professionnels et d'être très sérieux dans notre organisation économique et sociale. Ça veut dire des institutions claires, des règles claires, des appels d'offres à des postes, des chefs qui ont des missions, des gens qui sont sanctionnés, et que toute l'économie parasitaire qu'on a d'intermédiaire de 90% qui fait l'économie, il faut essayer de les supprimer, et c'est eux qui polluent l'agriculture. Maintenant, sur le cadre de pilotage du PSE, vous dites quelque chose de très intéressant, mais il y a deux petits problèmes, moi, que je vois. Nous avons un cadre d'orientation stratégique qui est confié au président de la République, un cadre opérationnel qui relève du Premier ministre, et puis un bureau qui est donc opérationnel, mais qui curieusement retourne au président de la République. Bien sûr que ça pose un problème. Et quand vous regardez les fonctions... Il y a aussi le retour du plan à l'économie des finances. C'est bon, non? C'est une bonne chose, non? Non, mais c'est une très mauvaise chose, bien entendu. Ah bon? Mais bien entendu. Mais je reviendrai, mais pour vous expliquer pourquoi. Mais ce que je veux expliquer, c'est que vous ne pouvez pas, un bureau d'orientation qui est infra-opérationnel, lui confier des fonctions de recherche de financement, de recherche d'investisseurs et de gestion des contrats. Ce n'est pas possible. Mais c'est des conflits d'intérêts évidents et ce n'est pas de nature à rassurer les gens sur les partenariats privés-publics. Ceci étant, vous me parlez du plan. Le plan, normalement, il est chargé du suivi des évaluations des politiques publiques. Il aurait dû rester à part. On aurait dû avoir un ministère du plan et de l'économie assez solide d'un côté et un ministère du budget et des finances, mais de l'autre côté. Parce que tout simplement, l'un s'occupe du court terme, l'autre s'occupe du long terme. Le fait de rephagocyter les finances, le plan, avec des profils qui ne sont pas tout le temps les plus appropriés pour gérer le plan, va bien naturellement poser des problèmes et va tuer le plan. Oui, et c'est la dernière question, je suis désolé. Mais justement, ma question portait sur cette question du plan. À partir de 2000, ce portefeuille a disparu de notre armature institutionnelle. Il revient en octobre 2013, occupé par Abdoulaye Bibi Baldé. Le portefeuille est encore rattaché au ministère des Finances. La question est la suivante. Est-ce que les faiblesses conceptuelles notées dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques ne sont pas quelque part la conséquence de l'absence de planification? Et puis l'autre question, pour
pourquoi est-ce que la cohabitation entre le ministère des Finances d'une part et le ministère du Plan est si difficile? La cohabitation entre Bibi Baldé et Amadou Ba a été très difficile. Bon, alors moi, je ne connais pas les personnes, mais je connais les structures et je connais les logiques. La première chose que je dois vous dire, c'est que le problème, il est plus grave que ça. Si ce n'est pas des problèmes d'évaluation des politiques publiques, mais c'est des problèmes de comprendre ce qu'il faut faire. C'est aussi grave que ça. J'ai le pressentiment, quand je regarde la gouvernance économique et sociale de ce pays, que les gens n'ont pas une claire perception de ce qu'il faut faire. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que s'agissant du plan, le court terme ne peut pas marcher avec le long terme et c'est normal. Et il appartient au Premier ministre d'arbitrer et au gouvernement de l'animer. Mais cette contradiction, tant qu'elle n'existe pas, il n'y a pas quelque chose de sain. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui s'occupe de recettes, de court terme, d'aller collecter de l'argent, quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'avenir, mais de l'éducation et de l'enseignement. Ils ne peuvent pas être d'accord, il y a toujours des tensions. Et ces tensions-là, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les phagocyter, il faut les laisser exister pour le mieux-être de la gouvernance économique et sociale. Alors, sur le plan, l'absence de planification, il est nécessaire. Ouais. Notre pays n'est pas organisé, notre pays souffre des problèmes de planification. Et tant que le plan sera aux finances, il n'y aura pas de planification, ce sera un alibi. Moi-même, ici, sur ce plateau, il y a 6 mois, c'était El Hadji Assane qui m'avait interviewé sur la création du plan. J'ai dit, la création du ministère du plan est une bonne chose, mais tout dépend de ce qu'on va y faire. Il ne faut pas instrumentaliser le plan pour instrumentaliser le plan. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot plan qu'on fait de la planification. Très bien. Ce pays a besoin d'horizon, ce pays a besoin de vision, et tant qu'on n'aura pas un grand ministère du plan imposante, qui a de l'autorité et qui a une vision, mais la vision du pays ne sera la pas... monnaie, Mounirou Ndiaye l'a souligné. Alors, faut-il il pose une question de fond. Se déconnecter de l'euro? Il faut une question de fond. On est arrimé aujourd'hui. Il pose une question de fond. Oui. C'est que dans le cadre de notre politique économique et sociale, si nous voulons avoir des entreprises performantes, nous avons 2 réformes à entreprendre. Oui. Nous devons toucher les taux de change et nous devons toucher les taux d'intérêt. Je m'explique. Toucher les taux de change, c'est une réforme de la Banque centrale et de la façon dont elle mène ses relations avec le reste du monde. Apparemment, nous avons des ministres des Finances et nous avons des gouvernements qui ne se soucient pas trop de ça et qui subissent la gouvernance de la Banque centrale. Et je pense que c'est un débat politique essentiel pour les prochaines présidentielles. Il faut que les gens réfléchissent sur quelle orientation on va donner à cette Banque centrale, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, vers où elle est en train de canaliser les ressources. C'est une question importante. Autant on s'est désintéressé mais de l'armée, autant on s'est désintéressé des questions monétaires mais sous-régionales. Il s'y ajoute que les conditions de financement des entreprises, donc oui, moi je suis aujourd'hui, mais rien que entre l'Europe et les États-Unis, sur la dévaluation, mais sur la diminution du taux de change, il est évident que oui, parce que l'Europe... Vous êtes pour quoi? L'Europe a une monnaie qui est un peu surévaluée par rapport aux États-Unis. En 3 ans, elle a perdu le même nombre d'emplois, mais que les Américains ont pu obtenir, mais pour des raisons de perte de compétitivité due à la monnaie. Si nous, qui n'avons même pas les structures de l'Europe, nous retrouvons dans le même sens vis-à-vis des États-Unis et de l'Asie, ça veut dire qu'on ne sera jamais compétitif. Et il y a une réforme de fond qu'il faut mener sur les banques et les institutions financières pour diminuer le taux d'intérêt. Malheureusement, on a eu beaucoup de banquiers ces derniers temps dans notre gouvernement. On aurait pu en profiter pour faire des réformes en profondeur sur le système de financement de l'économie. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais c'est un gros chantier à côté de la politique industrielle, à côté de la politique de change, qui va permettre à nos entreprises de se développer pour mieux répondre aux problèmes de l'emploi, qui pour aujourd'hui connaît une situation très dramatique parce que sur 10 emplois promis, nous n'avons qu'un seul emploi que nous arrivons à fournir. Merci El Hadji Ibrahima Sall. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci au public qui a fait le déplacement. À très bientôt sur cette antenne de TFM.